Merci beaucoup à tous et à toutes d'être présentes ce matin pour cet atelier qui porte sur l'art de publier des recherches qualitatives. On a la chance d'avoir avec nous ce matin le professeur Sofiane Baba. Sofiane est professeur agrégé en management stratégique ici à l'Université de Sherbrooke, titulaire d'un doctorat en stratégie et en théorie des organisations de HEC Montréal. Et ces recherches, en fait, portent sur les processus stratégiques, la légitimation et le changement, que ce changement-là soit organisationnel, social ou institutionnel. Les recherches de Sofiane ont été publiées là, dans de nombreuses revues scientifiques internationales comme le Journal of Cleaner Production ou le Journal of Management Inquiry. Et surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, des revues de référence en sciences de la gestion comme le Academy of Management Journal et le Journal of Management Studies. Cette dernière revue-là euh, qui était dans le fond là, la revue dans laquelle vous avez pu voir les échanges entre Sofiane et ses collègues et les éditeurs et les évaluateurs. Donc, Sofiane va nous parler ce matin plus amplement de ce processus-là. Et donc, je lui cède la parole en le remerciant. Sofiane, tu sais que ton écran n'est pas partagé en ce moment? Oui, je vais le partager un Parfait. instant. Et voilà. Est-ce que ça fonctionne de votre côté? Oui. Oui, super. Ben, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Merci aussi à Maxime pour l'organisation, toujours aussi fluide. Maxime, là, j'ai perdu le Ouais. partage. Je vais le tester encore. Ah. Est-ce que c'est possible que ce soit le Spotlight? Je vais quitter Spotlight et je vais partager le PowerPoint. Il faut bien que ça commence comme ça avec un petit glitch techno. OK, ça semble fonctionner. Ça va, ouais. Oui, Parfait. là, ça Allons-y. tient. Allons-y comme ça, je ne te mettrai pas en évidence. Oui, c'est bon. Ben, écoutez, ben, merci encore une fois à toutes et à tous. Donc, on va passer ensemble un petit 2 heures pour parler de ce long processus qui nous a vu passer d'une idée à un papier publié dans une revue qui est, en tout cas dans notre domaine en gestion, une revue qui est considérée comme étant une grande revue de qualité à fort impact, mais aussi une revue difficile d'accès. Donc, que je vous propose en 2 heures, c'est d'essayer de réfléchir ensemble à ce processus. Qu'est-ce qu'on en retient du point de vue justement du processus d'écriture d'articles scientifiques qui adoptent des approches qualitatives. Donc 2 heures, ça, à mon avis, vont passer assez vite, tant finalement le processus dont je vais vous parler, c'est un processus de 10 ans. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce papier. On va passer un peu l'historique et je vais vous dire pourquoi cette histoire est importante. Parce qu'il y a eu plein d'échecs et chaque échec finalement nous a amené à tirer des leçons. Euh, Quand je dis on, en fait, c'est une équipe de trois. Donc, vous avez vu mes collègues, donc Tayeb Bafsi et puis Omar Emissi. Je vous raconterai un peu plus tard le rôle que chacun a eu dans ce projet. Donc, ensemble, on va réfléchir un peu à cette expérience. Donc, vous l'avez découvert à travers les différents documents, à travers les interactions qu'on a pu avoir avec les évaluateurs, évaluatrices. On va donc en discuter en plénière, mais on va aussi avoir une ou deux sous-activités, donc en sous-groupe, où vous allez réfléchir en plus petit nombre pour justement voir ce que vous retenez de cette activité pour votre propre projet. Et à la toute fin, je vais finir avec peut-être quelques apprentissages, quelques leçons que j'ai apprises et que j'aimerais vous transmettre. Donc, naturellement, en 10 ans, on commet beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, et l'idée, en fait, c'est d'essayer d'accélérer les processus subséquents en essayant d'éviter de retomber un peu dans les mêmes travers. Donc, l'historique du papier. Alors, l'historique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'historique de ce projet ne m'implique pas. C'est-à-dire que je suis étranger à la genèse du projet. La genèse du projet, en fait, sont deux collègues, donc Omar et Tayeb, qui ont écrit un livre, je pense qu'il a été publié quelque part en 2012 ou 2013. Donc, l'écriture du livre a elle-même exigé à peu près 3 4 ans de travail. De travail? Bon, Un peu d'écho. C'est bon? ouais, c'est Je sais bon. pas pourquoi le PowerPoint crash systématiquement, désolé.
Si tu veux, Sofiane, tu peux me l'envoyer. Je pourrais peut-être le lancer, puis tu pourrais me dire quand cliquer, si jamais tu... On peut l'essayer une dernière fois, puis sinon, Oui, c'est on parfait. fait Je comme viens ça. de te l'envoyer. Ouais. Ouais. Donc, mes collègues ont écrit un livre sur une entreprise qui s'appelle Benamor. Euh, Leur livre portait vraiment sur l'histoire de cette entreprise, qui était à l'époque un grand joueur, en fait le plus grand joueur ou l'un des plus grands dans l'industrie agroalimentaire en Algérie. Et ce qui les avait surpris à l'époque, c'était l'impact qu'avait eu cette entreprise dans le développement local d'une toute petite localité où il y avait beaucoup d'agriculteurs. Donc, l'entreprise a réussi, à travers son développement industriel, à développer l'agriculture. Et mes collègues en fait étaient surpris par les résultats remarquables de ce groupe privé en matière de développement agricole. Et ils se sont posé une question toute simple. Qu'est-ce qui a fait que Benamor a réussi? Pourquoi Benamor a pu développer l'agriculture là où les pouvoirs publics semblaient avoir eu, on va dire, des échecs, ou en tout cas ne semblaient pas avoir eu la réussite qu'avait eu Benamor? Et ils se sont posé la question, finalement, quelle est la recette? Est-ce qu'il y en a une? Et donc, ils ont écrit un livre. Et en 2013, on a accueilli à HEC Montréal, justement, le PDG de Benamor. Et c'est comme ça, donc, que j'ai finalement que je me suis joint à l'équipe pour essayer de transformer ce livre en une contribution davantage théorique. Donc, le livre était une histoire, donc très descriptive, quasiment une vulgarisation d'une expérience entrepreneuriale. Et on a essayé d'amener ça vers une contribution scientifique, donc avec des arguments un peu plus théoriques, en quelque sorte. Donc, Maxime, on peut passer. Ce qu'on voit ici, ce sont tous les sous-dossiers qu'on retrouve aujourd'hui dans le dossier Benama. Donc, on retrouve tout plein de soumissions, une version, une vieille version, un dossier qui s'appelle New, une autre version New 2020. Et dans la prochaine diapo, justement, j'ai euh, zoomé sur le sous-dossier Old. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est si vous faites attention aux dates, donc la colonne du milieu, on voit des documents qui remontent à mai 2014. Euh, donc, c'est à peu près le moment où on avait commencé à travailler sur des premiers jets. Et si vous faites attention aux différents sous-dossiers, vous allez trouver une étude de cas, vous allez trouver un livre, vous allez trouver un papier empirique, vous allez trouver un papier théorique, vous allez trouver un premier papier. En fait, c'est juste pour vous montrer à quel point le processus a été très sinueux. On a tenté beaucoup de choses et finalement, tout n'a pas fonctionné. Alors, prochaine diapo, s'il te plaît, Maxime. Donc, la toute première version de l'article nous avait demandé peut-être à peu près un an de travail. Donc, en juillet 2015, on avait présenté une première mouture à IGOS. Et pour ceux et celles qui ne sont pas du domaine de la gestion, IGOS est l'une des conférences, on va dire, de référence dans notre domaine, donc une conférence européenne. Et la même année ou l'année d'après, on l'avait présenté à l'AOM. Et l'article avait obtenu 2 prix dans les deux conférences. Et on s'est dit, bon, ben, il y a peut-être quelque chose là d'intéressant. Alors, on était confiant, on soumet l'article à 3 revues, donc une après l'autre, et systématiquement, on a eu des rejets. Alors, on n'a pas eu ce qu'on appelle le desk reject. C'est-à-dire le desk reject, c'est lorsque l'article n'est pas soumis aux évaluateurs et évaluatrices. Ce n'était pas notre cas. Dans les 3 soumissions, notre article passe l'étape du desk reject. Donc, déjà en soi, c'était un bon signal. Mais systématiquement, dès le premier tour d'évaluation, on reçoit un rejet. Et dans les 3 évaluations, on avait des commentaires qui convergeaient. C'est-à-dire que on nous disait que le phénomène était intéressant, donc votre histoire est intéressante, mais votre façon de conceptualiser votre histoire, votre façon de l'ancrer dans des discussions académiques, ça, c'est peut-être un peu moins original et plus fragile. Donc, je vous dirais entre 2016 et 2000, peut-être 19, 18, 19, c'est ça l'histoire du papier. Donc, c'est vraiment rejet après rejet. Puis à chaque rejet, on faisait face à un dilemme qui était le suivant. Est-ce qu'on prend le texte et on le soumet tel quel à notre revue? Ou bien est-ce qu'on écoute quand même les évaluateurs, donc on intègre des commentaires et on essaie d'en. Et ce qu'on a fait,
et je ne sais pas si c'était une bonne chose. Ce qu'on a fait, c'est après chaque refus, on a pris le temps d'intégrer les commentaires avant de resoumettre. Si bien que la dernière version est devenue très complexe, parce qu'on a essayé d'intégrer tout ce qu'on a reçu comme feedback. Et je vous dirais que la version finalement qui est passée dans le Journal of Management Studies, donc la revue dont on va parler aujourd'hui, c'est une version qui était épurée. Donc c'est une version qui ressemblait beaucoup plus, je vous dirais, à la toute première version qu'on avait soumise, plutôt qu'aux versions qui avaient été retravaillées. Donc ça, c'est très important. Il faut toujours garder à l'esprit que les évaluateurs partagent des commentaires, des suggestions, mais si on essaie d'intégrer le tout, ça peut créer un papier qui devient illisible. Donc, je vous dirais ça, c'est l'un de nos apprentissages. Diapo suivante, s'il te plaît, Maxime. Merci. Donc, peut-être en guise de préambule, peut-être une question générale pour vous entendre un peu. Ceux et celles qui ont eu le temps de lire justement les différentes versions et puis les interactions avec les évaluateurs, qu'est-ce que vous avez pensé du processus? Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des réactions? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vécu un processus similaire? Oui, Sophie? Moi, j'ai quand même été marquée par le sérieux de la démarche et la bienveillance des commentaires. Euh, et par le fait qu'on propose des solutions. Moi j'œuvre beaucoup, ben, toi aussi peut-être, mais j'œuvre quand même beaucoup dans le contexte français, où on est souvent plus dans une entreprise de démolition que dans une co-construction de l'article, où on veut que... Moi, j'avais l'impression en les lisant qu'ils voulaient que vous réussissiez. Ils voulaient vous donner les clés pour que ça fonctionne, plutôt que de juste marquer le fait que ça ne fonctionnait pas. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est vraiment... C'est lourd, c'est long, mais à chaque fois, j'ai été impressionnée par le sérieux avec lequel les évaluateurs et évaluatrices ont considéré la démarche. Oui, merci Sophie. Tu as raison. Et c'est peut-être pas toujours le cas, tu as raison, mais dans ce cas précis, on a été chanceux. C'est-à-dire qu'on avait un éditeur qui était très sensible à ce qu'on pouvait vivre en tant qu'auteur, puis on avait des évaluateurs qui étaient très constructifs et puis bienveillants, tout à fait. Très important. Alors, par rapport à la distinction, ouais, à ton commentaire sur bon, la culture francophone, anglophone, on est filmé, je veux pas essentialiser, mais il y a peut-être quelque chose d'ordre culturel. Euh, mais oui, tu as raison. Et ça, c'est peut-être le caractère constructif du processus et rigoureux. C'est peut-être aussi ça le grand avantage de ce type de revue. Moi, j'ai vraiment publié dans toutes sortes de revues. Dans ma carrière, des revues inexistantes où on m'a dit, Sofiane, tu n'as pas ton temps, personne ne va te lire dans cette revue. Et dans des revues comme JMS. Puis, je voudrais que de façon générale, dans ce type de revue, généralement, on a vraiment un processus d'excellence parce que les évaluateurs sont généralement on va dire des sommités dans leur domaine. Donc, c'est comme un cercle vertueux en quelque sorte. Donc, ces gens-là publient dans ces revues, donc on les a comme évaluateurs. Et parce qu'on les a comme évaluateurs, ils nous amènent plus loin. Donc, en quelque sorte, c'est un peu le propre de ces revues. Donc, difficile d'accès, certes, peut-être parfois on a tendance à exagérer sur le niveau d'exigence, mais on apprend tellement à travers ces processus-là. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup plus appris de ce processus que dans bien d'autres revues où je n'ai pas senti le sérieux dans les processus, dans les commentaires reçus. Merci Sophie. Alors, d'autres réactions? Oui, Léa? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Ouais, ben je me demandais si c'était quoi votre réaction par rapport à ça, d'avoir changé autant l'article plusieurs fois, puis au final, vous êtes retourné un peu au premier brouillon, puis c'était ça, vous étiez parti sur un brouillon que dès le début c'était correct, mais que finalement, ces différents journaux vous ont dit de changer tellement de choses. Ouais, je sais pas si ça a du sens. Oui, 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 oui. Merci Léa. C'est une bonne question. Sincèrement, je pense que ça fait partie du processus. Le processus n'est pas aussi linéaire que ce qu'on pense, c'est-à-dire il y a quand même une part de subjectivité. Maxime peut adorer un papier et je peux le détester. Euh,
Et parfois, selon les évaluateurs qu'on a en face de nous, il peut y avoir un certain intérêt pour certaines idées et dans d'autres cas, pas du tout. Donc ça, on l'a compris très vite parce que de processus en processus, là, d'échec en échec, on avait des orientations qui étaient différentes. Donc on voyait bien que chaque évaluateur voyait des choses qui étaient différentes de ce que les autres évaluateurs voyaient. Et, et là, c'est aux auteurs justement de trancher. Et je dirais aussi, c'est souvent le rôle aussi de l'éditeur ou l'éditrice de nous orienter. C'est-à-dire quand ça va dans tous les sens, un bon éditeur ou une bonne éditrice donne une orientation. Dans le cas de JMS, là, dans le Journal of Management Studies, je pense que Christopher Wickert est un excellent éditeur et je pense qu'il a très bien fait son travail de nous orienter. Ensuite, Léa, le travail de réécriture, je vous dirais que c'est quand même assez commun dans ce type de revue. La première version qu'on soumet et la dernière sont généralement très, très différentes. Euh, donc, je vous dirais, ça fait partie un peu du processus. Donc, il faut surtout faire preuve de résilience, je dirais. Je pense qu'il faut être résilient parce que systématiquement, on nous marche un peu dessus, puis il faut se relever, on nous marche un peu dessus et on se relève jusqu'à temps qu'on accepte de ne plus nous marcher dessus. D'autres réactions? Oui, Andreas. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Euh, En gros, j'ai une question qui est venue par rapport à l'introduction plutôt, parce que je ne savais pas qu'au préalable, le papier avait été primé ou accepté dans d'autres cadres, en fait. Et du coup, là, je me demande, en fait, comment vous avez perçu le fait que dans d'autres cadres, le papier est accepté, primé, et que dans ce cadre, il est autant contesté et tout, au point où il y a eu tout ce long processus. Oui, là aussi, sincèrement, Andreas, j'ai eu la même expérience dans d'autres projets. Donc, ma conclusion finalement est que c'est normal. Ça revient un peu à ma réponse précédente. Je pense que ça fait partie du caractère un peu subjectif ou en tout cas aléatoire. C'est-à-dire que en fonction des évaluateurs que vous avez, vous pouvez avoir des appréciations complètement différentes. Euh, parce que chacun a ses goûts, chacun a sa façon d'aborder justement le phénomène, chacun a ses orientations théoriques, voire même épistémologiques. Donc, chacun finalement voit sa propre histoire dans notre papier. Donc, euh, et là, je pense qu'il y a un facteur chance en quelque sorte. Donc, nous, je vous dirais, lorsqu'on avait eu ces deux bonnes nouvelles, 2015-2016, on s'est dit, ah, OK, bon, ben, on a quelque chose de solide. Donc, on était confiants. Ça nous avait boosté à l'époque émotionnellement, ça nous avait donné beaucoup de courage et d'optimisme. Et puis ensuite, les rejets systématiques, ben, finalement, ont un peu affecté à la fois notre motivation, mais aussi notre énergie. Mais il faut quand même prendre, même dans les rejets, il faut prendre le bon. Il y a toujours du bon, même dans le rejet. C'est-à-dire, nous, systématiquement, d'abord, ça c'est très important. Euh, Passer l'étape du desk reject dans certaines revues, c'est déjà faire partie des 40% des articles. Donc, sur 800 articles qu'ils reçoivent, si vous passez la barre du desk reject, donc si votre article est soumis aux évaluateurs, juste là, votre article fait partie des 300 sur les 800 que la revue a reçu. Donc, c'est déjà en soi pas mal. Et puis ensuite, quand vous recevez une décision de rejet, il faut vraiment lire attentivement les commentaires et il faut les lire de façon rationnelle. Donc, généralement, je vous dirais, dans les 7 premiers jours, on n'est pas rationnel. Donc, quand vous recevez la lettre, autant la mettre dans un tiroir puis revenir plus tard. Et lorsque vous lisez, même si la décision finale est un rejet, les bons évaluateurs vont quand même vous donner des pistes sur qu'est-ce qu'ils ont aimé dans votre article. Et nous, systématiquement, ce qui revenait, c'est on adore votre histoire. On adore votre histoire et on adore votre histoire. Donc, c'est revenu quasiment 9 fois. Donc, on a eu 9 évaluateurs, 3 revues, 3 refus. Euh, donc, on se dit, bon, s'ils aiment notre histoire, c'est qu'ils aiment 70% du travail. Parce que quand on fait une recherche qualitative, je vous dirais qu'on est surtout coincé par son histoire. Si l'histoire est mauvaise, il n'y a pas grand-chose à en faire. Si votre histoire est bonne, on peut réécrire la théorie, on peut retravailler la question de recherche. Donc, nous, c'est surtout cet aspect-là qui nous avait motivés. C'est le fait que systématiquement, les gens nous disaient, vous avez là une histoire intéressante. On n'est pas certain que
vous l'avez utilisé à son plein potentiel théoriquement, mais on pense que votre cas est intéressant. Donc, c'est vraiment ce qui nous a gardé, je vous dirais, animés dans le processus, là, tout au long. Maxime? Ouais, tu sais, tu parlais d'aléatoire, de chance, puis du processus qui fait en sorte que, bon, certains évaluateurs aiment ou n'aiment pas. Je voudrais t'entendre sur un peu les modifications que vous avez faites entre les trois refus des trois premières revues et, disons, la version qui a été soumise au Journal of Management Studies. Tu sais, dans ses commentaires où il vous offre le Revised Resubmit, votre éditeur vous dit on aime l'histoire, mais là, il n'aime pas juste l'histoire, il dit on est vraiment, vous vous intéressez à un phénomène comment dire, théorique d'intérêt. Puis si je me souviens bien, c'est le tournant, les émotions puis les intentions dans le institutional work. Ça, il marque bien, dans le fond, que pour cette revue-là, ce que vous êtes en train de faire, le lien entre votre histoire et la théorie, il le trouve sur le principe intéressant, mais mal mené d'une certaine façon concrètement. Mais là, ce que moi, ça me dit, c'est que vous avez réussi à aller chercher l'intérêt non seulement empirique, mais théorique d'une certaine communauté. Est-ce que ça, c'était prémédité? Est-ce que vous aviez cette connaissance, en fait, de, OK, Journal of Management Studies, actuellement, le state of the art, les questions qu'il se posent, cette communauté-là, ben, ça va être, on a des chances avec ça. À quel point c'était prémédité? C'est vraiment une bonne question. Je pense qu'il y avait une part de stratégie en quelque sorte délibérée, mais on n'y croyait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 30% de délibérés, mais on n'était pas forcément convaincus. Et pourquoi on n'était pas convaincus? C'est finalement la première version que vous avez lue. Donc la version qui a été soumise au Journal of Management Studies, c'est le fruit finalement, c'était le fruit déjà de à peu près 5 ans de travail. Donc c'était 3 rejets et à chaque fois beaucoup de commentaires. Et ce qui ressortait de ces commentaires, c'est bon, la question des émotions est intéressante. Donc, d'ailleurs, vous l'avez vu, je pense, dans la première soumission au DMS, mais on n'était pas convaincus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'un de mes collègues, Taïeb, a beaucoup travaillé sur les émotions. Donc, il y avait un peu de sa touche aussi dans ce choix-là. La question des intentions a émergé aussi dans les 3 premiers processus. Ouais. Et la question du changement, ça, on l'avait. C'est-à-dire, nous, la seule chose qui est constante de 2014 à 2025, c'était la question du changement institutionnel. C'est vraiment la seule chose qui n'a pas changé. Ça, c'était délibéré. Les émotions ont émergé en cours de route. Finalement, on les a abandonnées. L'intention, elle a émergé en cours de route. Je pense qu'on y croyait, mais pas totalement. Et ce sont les évaluateurs, justement, dans Journal of Management Studies, Ils ont poussé. qui nous ont en fait dit cette question-là, elle est peut-être plus importante que ce que vous pensez. Et donc, c'est là où on a évacué tout le reste et on a focalisé sur l'intentionnalité. Donc, c'était une forme d'intuition, mais qu'on n'a pas forcément amené jusqu'au bout. Ouais. Merci. Merci, Maxime. Nadia? Oui, bonjour Sophia. En fait, je me demandais si les périples vécus pour la publication de cet article ne ramènent pas la question de savoir, en fait, la question du choix préalable de la revue, parce que peut-être il y a des revues dans la ligne éditoriale ou peut-être des politiques d'acceptation d'articles qui ne cadrent pas avec certaines recherches ou inversement. Donc, finalement, c'est pour revenir à la question du choix initial. Est-ce qu'il faudrait chercher laquelle des revues peut-être aller toucher en premier ou c'est juste au hasard que l'on fait ça? Merci. Non, je pense que tu as raison, Nadia. Je pense que le choix de la revue est très important. Euh, dans le choix qu'on a fait, c'est-à-dire les 4 revues qui ont été visées. Donc, nous, on a vraiment visé en fait
peut-être les 4-5 revues de référence. Donc, on a visé l'Academy of Management Journal, ASQ, Org Science et JMS. Donc, elles se valent toutes. Et dans toutes ces revues, il y a eu des conversations très importantes sur notre objet d'étude qui était le changement institutionnel. Donc, une revue ou l'autre, finalement, ça ne faisait pas de différence parce que dans chacune des revues, il y a eu d'importants débats sur le sujet. On aurait, à mon avis, commis une erreur si on avait visé une revue où il n'y avait pas eu de débat, c'est-à-dire où on ne peut pas citer de revue d'articles de cette revue. Ça serait une erreur. Mais dans notre cas, je vous dirais, dans chacune des revues, on avait pu justement citer des articles de qualité qui traitaient vraiment de notre sujet et des articles qui ont été publiés dans ces revues. Ensuite, ce qui peut changer d'une revue à l'autre, je vous dirais, c'est peut-être parfois des orientations spécifiques. Donc nous, par exemple, vers la fin du processus de révision, euh, le Journal of Management Studies a pris toute une orientation pour l'Afrique. Donc ça, c'était notre avantage. Donc 2022, je pense. Ils ont commencé à prendre une orientation pour l'Afrique, donc ils ont écrit un éditorial sur l'importance d'étudier l'Afrique. Donc nous, on a saisi cette opportunité, et puis on a mis l'Afrique plus en évidence dans le texte pour dire, bon, ben, c'est original empiriquement, que ça nous permet d'étudier des facettes du changement qu'on ne voit peut-être pas totalement de la même façon entre le Sud et le Nord. Donc il y a parfois des conjonctures là qui peuvent être favorables ou non. Ça, on l'a eu, mais c'était vraiment par chance. Là, on l'a eu plus tard dans le processus avec Journal of Management Studies. Aujourd'hui, si je devais avoir un nouveau papier sur, on va dire, le Sud global, je vous dirais que le Journal of Management Studies serait une bonne revue parce qu'on sait qu'il y a cette sensibilité-là. Donc, une sensibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que s'il y a un doute, ben, il se peut que l'éditeur soit quand même de votre côté. Il se peut qu'il vous donne une chance qu'il n'aurait peut-être pas donné à votre papier s'il n'y avait pas cette orientation contextuelle ou empirique. Donc, voilà. Maxime, est-ce qu'on peut créer, ou peut-être me donner l'accès pour créer les sous-groupes? Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être une activité d'une quinzaine de minutes autour de quelques questions spécifiques. On va vous mettre dans des sous-groupes au hasard. Sofiane, je pense pas pouvoir t'attribuer cette partie-là. Euh, mais est-ce que tu veux que je crée les salles? Oui, s'il te plaît. Peut-être on est 34, peut-être 6 salles. Ouais, parfait. Fait qu'à peu près 5 à 6 personnes par salle. Oui, je pense. Ouais. Parfait. Puis après, C'est ensuite, on va bon. revenir en plénière. Ouais. Euh, est-ce que tu veux donner tes instructions tout de suite avant que je lance la création? Oui, en fait, c'est la prochaine diapo, s'il te plaît, Ah ouais. Maxime, pour te montrer les questions. En fait, les questions sont assez simples. Donc, selon votre lecture justement des différents rapports d'évaluation, sur quoi porter les principales critiques des évaluateurs? Est-ce que vous avez été surprise par certaines d'entre elles? Et comment est-ce qu'on a réagi? Comment est-ce que les auteurs ont réagi, justement, ont répondu à ces commentaires? Et puis, quelles ont été nos stratégies de réponse? Euh, voilà. Est-ce qu'on a argumenté? Est-ce qu'on a acquiescé systématiquement? Donc voilà, deux grandes questions. Faites de votre mieux, peut-être nommer un porte-parole. Et puis, moi, je vais me balader dans les groupes. Et puis, peut-être dans une quinzaine de minutes, on pourra revenir en plénière pour mettre tout ça ensemble. Parfait. 15 minutes. Super. Donc, je lance la création. Bon, je crois qu'on se dit au revoir tranquillement. Ça devrait.
Super. Donc, on est entre nous maintenant, Pierre Blaise, Fatma et Zaya. Si vous voulez ouvrir vos caméras, vous le pouvez. Euh, donc, il y a est-ce que vous voulez commencer à traiter la première question? 40. Je vais mettre une. Euh, donc, est-ce que je dois comprendre que vous ne souhaitez pas participer à l'atelier? Bonjour. Bonjour, Pierre. Non, 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 enfin, moi je veux participer. J'ai relevé que le point qui revenait le plus, enfin en tout cas ce qui apparaît vraiment en premier, c'est des problèmes sur la méthodologie. Oui, c'est vrai. Ouais. Et que en fait, même si elle a l'air quand même d'être assez détaillée à plusieurs occasions, c'est quand même un objet de critique, et bon, notamment sur le pourquoi. Et ça, je trouve que c'est un point qui est quand même difficile. Donc je sais pas Mhm, comment mhm. enfin, quand on est auteur sur ça, je trouve que c'est jamais simple de savoir pourquoi on employait telle méthode plutôt qu'une autre. Ouais. Surtout quand on a passé tout un temps à essayer de bien la définir et de bien en fixer les bornes. Et donc, je trouve surtout quand on va faire une recherche qualitative et pas quantitative, où les méthodes sont souvent un peu plus arrêtées, je trouve que c'est pas forcément simple, parce que déjà, tous les objets, parfois, ne se valent pas. Mm. Et donc, là-dessus, ben, c'est vrai que moi, je pense que c'est vraiment le point dont il faut parler, à mon avis. Voilà. Uh-huh. C'est intéressant. Je me souviens en lisant. Puis je vais juste souhaiter la bienvenue à Edwidge là, qui se joint à nous. Edwidge, je ne sais pas si vous étiez là lorsque l'on a lancé les salles. Mais dans tous les cas, on discute en petits groupes sur les principales critiques là, qui ont été formulées à l'égard de l'article que nous avions à lire. Puis, on s'interroge de est-ce qu'il y a des choses dans ça qui nous ont surpris. Puis aussi, on va essayer de voir quelles sont les stratégies qui ont été mises en œuvre là, par les auteurs pour répondre aux évaluateurs. Donc, si vous souhaitez activer, si vous le souhaitez parler, Pierre là, donc, parlait justement là, de sa surprise, ou en tout cas de l'importance qui a été donnée dans les commentaires à, euh, à rendre la méthodologie, disons, plus explicite dans leur justification. Et donc, Pierre disait qu'il trouvait que c'était une commande qui était difficile. Euh, donc, j'allais répondre, Pierre. Peut-être que vous avez vu dans l'un des derniers rapports d'évaluation, je ne crois pas que c'est le dernier, je crois que c'est l'avant-dernier. L'éditeur en chef de la revue dit quelque chose du genre, vous remarquerez que les évaluateurs font des commentaires encore sur la méthodologie. Il faut les prendre au sérieux. Dans un journal, dans une revue comme le Journal of Management Studies, on souhaite apporter de plus en plus une importance à cet élément-là. Et je pense que ça s'inscrit dans je ne sais pas si c'est un tournant, mais en tout cas, une tendance des revues qualitatives de tout de même, même si on ne souhaite pas avoir la même rigueur méthodologique que les revues quantitatives, où là, les questions sont, est-ce qu'on est capable de généraliser, il y a de la validité interne, de la validité externe? Euh, il y a quand même cet accent de plus en plus fort sur est-ce que la démarche méthodologique, elle est transparente? Et cette question-là de la transparence, je pense qu'elle joue de plus en plus un rôle fort. Puis c'est un signal pour nous de, de- d'être capable d'expliciter notre propre démarche, même si vous avez raison, c'est très difficile. Est-ce que vous avez remarqué un petit peu comment, là c'est plus difficile, comment les auteurs avaient essayé de répondre à cette critique-là qui leur avait été faite, Pierre?
Alors là, j'ai pas eu une lecture suffisante, pour être Ouais, tout ben, à fait honnête, là, des je vous papiers, avoue mais que moi aussi, pour le niveau de la stratégie, je ne sais pas si Blaise, Edwidge ou Zaya, vous aviez vu certains aspects euh, la manière dont les auteurs ont répondu aux enjeux méthodologiques. Je pourrais retourner tranquillement. Euh, Non, pas vraiment de mon côté. Parfait. Pas vraiment. D'accord. Merci. On va aller. Je ne sais pas si c'est celui-là ou l'autre. Non, je crois pas que c'est celui-là. OK. Mais disons, est-ce que on va prendre la question de la stratégie qui a été mise en œuvre pour répondre à ce commentaire-là spécifique sur la métaux. On y reviendra si on a le temps. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous ont surpris dans les critiques principales qui ont été faites aux auteurs? Je vous laisse réfléchir. Je reviens là, j'étais en train de parcourir les commentaires qui ont été faits là, aux auteurs, puis leur réponse succincte qu'ils ont fait. Euh, donc, il y avait, je ne sais pas si vous avez vu, les auteurs parlent de data structure à un endroit. Et ça, c'est quelque chose de très important là, en recherche qualitative. Quand je parlais de transparence méthodologique, c'est un petit peu là, un espèce de la mise en correspondance entre ce que l'on a observé, par exemple là, les verbatims des entrevues, euh, le premier codage qui a été fait, puis les abstractions théoriques que l'on en fait. Donc, c'est une manière là, de rendre plus transparente la démarche de théorisation. Donc, il y a cet aspect-là là, qui euh, pourrait être cité. Euh, Moi, je voudrais revenir aussi sur une autre critique qui a été faite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la critique tout de même euh, théorique. C'est-à-dire, euh, quand on lit le premier rapport d'évaluation, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est c'est vraiment cette idée que les auteurs n'allaient pas s'en tirer aussi facilement comment dire, en donnant un sens très rapidement aux phénomènes empiriques qu'ils observaient, aux interviews qu'ils faisaient, euh, que c'était finalement raccroché théoriquement à la question des intentions, à la question des émotions, d'une manière qui était trop superficielle, disons. Fait que superficialité théorique, là, c'est comme ça, superficialité que je le noterais peut-être là, pour la plénière. Ici. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous aviez qui vous avaient marqué sur l'article? Euh, alors j'ai relevé aussi, je peux me permettre Bien sûr. le reproche là, sur la théorie, enfin la théorisation Ouais. plutôt. Et je trouve que peut-être enfin, une des difficultés peut-être de ce genre de papier, c'est peut-être de trouver, je pense, le bon niveau en fait de ce qui est attendu Uh-huh. là-dedans. Parce que est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on y dit ah oui, mais là peut-être dans la théorisation vous allez trop loin, ou peut-être que parce qu'en fait ils disent a more defendable approach, je sais plus comment ils formulent ça, Uh-huh. mais je pense qu'en fait c'est toujours un enjeu d'être suffisamment clair pour démontrer notre point en fait. Et je trouve que il faut peut-être vraiment trouver le juste milieu dans l'argumentation. Euh,
sur la théorie, parce que effectivement, enfin après, Sophia me disait tout à l'heure que quand ils avaient intégré toutes les critiques de tout le monde, que ça devenait beaucoup trop dense et Ouais. beaucoup trop illisible. Donc je pense que ce qui peut être intéressant, c'est peut-être d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait le choix, est-ce qu'on fait le tri entre les différentes orientations possibles. Parce que si on nous dit, bon, il faut préciser la méthode, ok. Alors peut-être il y a des moments où ils font plus 10 pages de méthode, mais ils réduisent Ouais. parfois beaucoup. Euh, En fait, je pense que finalement, j'ai l'impression que si je devais trouver peut-être un point commun, même entre nos deux remarques là, sur la méthode et la Ouais. superficialité théorique, je pense que c'est toujours un enjeu de clarté en réalité. Ah, Et c'est ah. Ouais. vraiment ouais, de réussir à être suffisamment intelligible, euh, peut-être, ouais, plus, enfin, j'ai l'impression que ce qu'ils recherchent, c'est pas tant que on dise un truc absolument extraordinaire à tous les niveaux, mais que ce soit vraiment clair pour qu'on puisse pas nous accuser de pas être sérieux dans une affirmation, dans une démonstration de quelque Ouais, chose. ouais. Voilà, Ouais. c'est ce que je. C'est intéressant. Salut, Sofiane. On est en train de parler on a noté là, deux critiques là, principales, là. Une sur la transparence méthodologique, là, pour reprendre les mots de l'éditeur, puis l'autre sur ce que j'ai appelé, puis ne m'en veux pas, s'il te plaît, la superficialité théorique disons, là, de la première version. Euh, donc, comment dire, Pierre avait une très bonne remarque là, qui était formulée sous forme de question. C'est, comment est-ce que l'on sait à quel moment notre théorisation va suffisamment loin? De toute évidence, il vous reprochait de ne pas être allé assez loin dans le mouvement de théorisation, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a probablement, en philo, par exemple, moi j'ai une philo, c'est très facile de théoriser, mais on théorisait sans accroche avec le phénomène des fois. Ça, c'est ce qu'Umberto Eco appelait la surinterprétation. Donc, on était très bon pour faire ça. Et donc, pour moi, Pierre, ça se joue un peu entre ces deux choses-là. Est-ce que la théorisation qu'on fait, ben, est-ce qu'elle respecte le phénomène? Est-ce que le phénomène que l'on étudie, les données que l'on a, permettent vraiment d'aller là? Euh, pour moi, il y a cette. Puis ça, c'est un art. Je ne pense pas qu'il y ait de recette là, par rapport à ça. Mais voilà. Donc, on parlait de ça. Puis, on ramenait, ben, Pierre disait qu'au fond, à la fois pour la critique méthodologique et la critique théorique, ce que les évaluateurs vous reprochent, c'est pas tant une, comment dire, une, une, euh, une erreur, pas une erreur, mais une lacune de fond, mais plus une lacune de clarté, qu'on avait l'impression, finalement. Puis de dire ben, clarifiez vos intentions, clarifiez jusqu'où vous voulez aller, puis on va vous dire si ça tient la route. Ouais, c'est intéressant. On va en discuter en grand groupe, mais en tout cas, je pense que vous avez touché du doigt là où ça a blessé pendant longtemps. Maxime, Ouais. est-ce que tu penses qu'on est prêt à inviter tout le monde? Ouais, je pense que oui. On a à peu près 15 minutes de fait, là, un peu moins, mais ça va. Juste voir. Ouais, c'est bon. Allons-y. Donc, salle, fermez les salles. Donc, on s'en retourne. À tout de suite. Rebonjour. La discussion, ils ont réécrit, ils ont réorganisé la partie de méthodologie. Et puis pour la définition, ils ont justifié pourquoi ils ont choisi de lier le concept. Fatma, désolé, on vous a coupé dans votre élan, mais Oui. on va revenir vers vous. Je pense qu'on va vous donner la parole au tout début. Je pense que tout le monde est de retour. Désolé si on vous a interrompu là en plein milieu de vos échanges. On va prendre quelques réactions, justement peut-être sur les critiques, justement. Comment vous avez interprété les différentes critiques que les évaluateurs ont exprimées?
Fatma, peut-être que tu aimerais commencer? Ah, votre micro, Fatma. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Nous, avec mon équipe, nous avons vu que les auteurs, ils ont suivi les commentaires des évaluateurs. Pour le concept de intentionnalité, il était moins défini, c'était pas vraiment étant comme concept clé euh, du travail. Donc, ils ont suivi les commentaires des évaluateurs. Et puis, ils ont justifié pourquoi ils se sont référés à la définition philosophique plutôt que l'autre, je ne me souviens plus, psychologique, je pense. Ils se sont appuyés plus sur cet aspect. Puis, pour la méthodologie, il y avait beaucoup de commentaires pour cet aspect. Donc, on a vu qu'ils ont réorganisé cette section. Ils ont apporté des modifications, que ce soit par rapport au matériel, le contexte a été plus décrit en détail, si j'ai bien compris. Puis, pour la troisième section, c'était la discussion et la contribution. Là aussi, on a vu qu'ils ont apporté des modifications. Ils ont réécrit la section de discussion en suivant les commentaires. Par contre, il y avait un commentaire pertinent par rapport que j'ai trouvé, je pense, l'évaluateur numéro 2, il a suggéré, il s'est questionné par rapport au codage, l'analyse. Donc, il a dit comment vous avez pu retenir à partir du verbatim les émotions, si je me souviens, le thème anxiété, émotion, anxiété, il y avait autre chose, le doute. Donc, elle se questionnait ou il se questionnait comment vous avez pu faire émerger ces thèmes à partir du corpus qui est écrit. Donc, moi, si j'ai bien compris, elle se questionnait par rapport à votre proximité en tant que chercheur. Mais moi, en même temps, j'ai vu que c'est une démarche purement inductive. Donc, j'ai trouvé ce commentaire très pertinent et je voulais savoir comment vous avez réussi à justifier ce commentaire. Ouais, Bien que j'ai vraiment noté intéressant. que vous avez cité, M. Sofiane, que vous avez laissé tomber les émotions par des suites. Donc, c'était une modification ou une stratégie. Oui, oui. Je Merci vous beaucoup, Fatma. remercie. Merci à vous. Je pense que vous avez vraiment mis le doigt sur le commentaire qui nous a fait mal. C'est comment vous avez codé vos émotions. Et on en avait longuement débattu avec mes collègues. Et on a décidé de laisser tomber les émotions parce que ce n'est pas un terrain de jeu avec lequel on est confortable. Et mon collègue Taïeb avait publié sur les émotions et il comprend assez bien les attentes qu'on peut avoir en matière de codage d'émotions et coder des émotions à partir de verbatim, ce n'est pas une tâche facile. Donc, on a vite compris à travers ce commentaire que si on voulait rester avec les émotions, on allait vraiment avoir du mal. Donc, je vous dirais, c'était ça notre décision, c'est de dire on n'a peut-être pas les données pour faire ça. Donc, passons à autre chose. Et vous avez raison, l'une des critiques qu'on a eues, et qui est quand même, je pense, sévère, parce que pour une recherche qualitative, si on vous critique sur votre méthodologie, c'est une critique qui est sévère. Parce que euh, on, quand on fait une recherche, quand on mène une recherche quali, je pense que la rigueur, la transparence, la crédibilité sont des choses essentielles. Si on les a, s'il y a un doute là-dessus, tout le reste devient secondaire. Et on remet en question finalement la fondation même ou les fondations même de votre texte. Donc nous, il y avait l'enjeu de proximité qui était un défi. Euh, et, et je ne sais plus trop comment on y a répondu. Mais je vous dirais qu'on n'était pas toujours d'accord avec les évaluateurs là-dessus. Et si j'avais du temps, j'écrirais un papier méthodologique là-dessus. Parce que je pense que ce qu'on oublie c'est-à-dire dans les pays, on va dire, développés, dans les pays du Nord, la culture de la recherche est une culture qui est quand même assez établie. La société civile, les praticiens savent c'est quoi un chercheur, savent c'est quoi les sciences sociales et jouent le jeu de la recherche. Donc, ils acceptent de remplir des formulaires de consentement, ils acceptent de se laisser interviewer, puis de contribuer à la science. Dans les pays du Sud global, et je ne veux pas généraliser, de façon générale, ce sont des contextes marqués par la méfiance, de façon générale. En tout cas, dans notre contexte, nous, c'était un contexte de méfiance.
et le rôle des chercheurs, notamment en sciences sociales, n'est ni compris ni valorisé. Donc, si vous n'entretenez pas des relations privilégiées avec vos répondants, vous ne pourrez jamais mener l'étude qu'on a pu mener. Donc, c'est vrai qu'il y avait une forme de proximité, notamment de mes deux collègues. Parce qu'ils avaient écrit un livre sur cette organisation, parce qu'ils avaient finalement, ils avaient quasiment noué des relations amicales, quasiment avec certains membres de la famille. Mon rôle en tant qu'auteur, troisième auteur, plus neutre, plus froid, je vous dirais, c'est peut-être notre argument qu'on avait mis de l'avant, c'est ce croisement de regards qui nous a permis justement d'assurer une forme d'objectivité. Mais en même temps, je ne sais pas si on l'a exprimé aussi ouvertement, mais je pense que c'était notre pensée sincère. Sans cette proximité, il n'y aurait pas eu ce papier, tout simplement, parce qu'on n'aurait pas eu les données, on n'aurait pas eu des 70, 75, 80 entrevues. Et en fait, il y en avait beaucoup plus qu'on n'avait pas pu euh, retracer. Mais ça, voilà, je pense qu'il y a un changement de culture qui va devoir s'opérer, je pense, plus de souplesse quand on fait de la recherche quali dans des contextes où il y a un peu plus de méfiance. D'ailleurs, on avait eu le même commentaire sur le verbatim, sur la transcription. Puis on disait, tout n'a pas été transcrit parce que c'est très difficile. Et je me rappelle moi-même, j'avais participé à une partie de la collecte de données, puis systématiquement, les gens ne voulaient pas se faire enregistrer. Euh, et je pense que c'est tout à fait cohérent avec le contexte dans lequel ces gens-là travaillent au quotidien. Merci Fatma. Eric? Merci à vous. Merci. OK. Alors, moi, j'ai parcouru, bon, c'est peut-être que je n'ai pas suffisamment, ou peut-être, mais des commentaires que moi j'ai tirés dans mon groupe et aussi avec mes lectures, c'est quand même, moi j'ai trouvé ça, entre guillemets, un petit souci de scientifique quand même, d'intervenir dans un domaine comme celui-là avec peut-être, avec un langage parfois aussi technique que celui de la phénoménologie, parce que moi, particulièrement, je suis en philosophie et je sais à quel point les termes phénoménologiques sont assez fermés, parfois incompris. Bon, ça s'explique très bien de la part c'est-à-dire de la part des évaluateurs, de la part des critiques et tout le reste, notamment, c'est-à-dire avec l'enjeu de théorie, parfois, on peut avoir l'impression que les concepts ne sont pas suffisamment bien précis ou bien clarifiés. Et puis aussi par rapport aux méthodes, c'est-à-dire sur des questions de justification et de rigueur visible. Bon, c'est vrai que moi je trouvais que c'était assez clair, mais parfois aussi, c'est-à-dire les évaluateurs peut-être ne percevaient pas cette clarté-là. Et aussi la tendance aussi abstraite qui ressortait de leurs commentaires. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que les données n'étaient pas assez explicites. Mais c'est quand même intéressant de voir comment, dans le cheminement, il y a comme une construction et puis un éclaircissement progressif qui fait que c'est-à-dire que les évaluateurs rentrent mieux dans l'enjeu de la recherche, se situent mieux, se positionnent mieux. Et puis aussi le travail des auteurs qui, au fil de la recherche ou alors qui clarifie davantage, on voit un souci de clarifier. Et puis aussi, il y a eu un commentaire comme ça au début de la présentation. C'est quand même assez inhabituel parce habituellement qu'autrement, dans des soumissions d'articles, c'est toujours un peu comme si quand on propose un article, quand on ne comprend pas, c'est généralement un critère d'éjection. Mais ici, on a plus d'intérêt, on cherche à comprendre, on donne des pistes pour peut-être éclaircir, c'est quand même assez intéressant. Ce sont les deux grandes ou les trois grandes tendances que moi j'ai pu observer, c'est-à-dire de la part des auteurs, de la part aussi des évaluateurs. Donc, c'est ça, merci. Merci Eric. Vous avez raison, je pense que finalement, si on devait résumer tout le processus, c'est un processus de clarification en fait, en permanence. On essaie de clarifier nos idées, nos intentions, les concepts, la théorie, la méthodologie. Et parfois, le défi, c'est qu'en essayant de clarifier, finalement, on perd en clarté parce qu'on complique un peu trop le papier. C'est souvent l'un des défis qu'on a, c'est en essayant d'ajouter des choses pour clarifier, en fait, on aboutit au résultat inverse. Donc ça, c'est toujours un peu difficile à gérer. Vous parliez de phénoménologie, donc nous, ça nous a quand même sorti un peu de notre zone de confort.
Je ne sais pas si vous avez été attentif à la note de bas de page, mais on remercie là notre cher philosophe en chef, Maxime Plante. Maxime a fait sa thèse en partie sur Husserl, donc pour vous dire à quel point c'est important aussi de se faire relire. Peut-être pas tout le papier, mais de faire relire certaines sections. Donc, notre relecteur ultime pour Husserl, pour la phénoménologie, c'était Maxime, tout comme d'autres collègues ont lu d'autres sections du papier. Ça, c'est très, très important. On, on dit souvent qu'il faut se faire relire au moins par 3 personnes et que si les 3 personnes trouvent votre propos clair, c'est un bon feu vert. Donc, essayez de bâtir cette communauté autour de vous pour que vous puissiez vous faire relire. C'est très, très important. Les gens sont débordés, donc leur demander de lire 40-50 pages, c'est peut-être un peu trop, mais vous pouvez leur donner une introduction, une discussion, une méthodologie et avoir un peu leur son de cloche. Peut-être qu'on pourrait prendre une autre réaction. Ouais. Sofiane, je me permettrais peut-être d'intervenir là, juste pour t'entendre peut-être sur. J'ai vu passer dans les répertoires là, que tu nous as montré à l'écran, au début, là, dans les captures d'écran, un dossier qui s'appelait Gioia Method. Puis ça communique avec la critique, je pense, sur la transparence méthodologique qui vous a été faite. Tu sais, je pense qu'en gros, le commentaire, c'était on ne voit pas comment vous extrapolez à partir de vos verbatims jusqu'à finalement le- l'indice que vous en tirez, qui est par exemple, ben, voici, il y a de l'intentionnalité là-dedans. Euh, puis je crois comprendre que vous avez utilisé, là, donc, c'est ça, le fameux article de Gioia sur ça pour clarifier. Euh, J'aimerais ça t'entendre sur ça. Oui, alors c'est un très bon point parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Gioia suscite beaucoup d'urticaire chez beaucoup d'évaluateurs parce qu'on l'a trop souvent utilisé. Euh, et donc, je pense qu'au tout début, on ne l'avait pas utilisé. Lorsque le commentaire sur la transparence de l'analyse de données a émergé, on s'est dit, bon, ben, Joya, c'est l'outil parfait pour justement schématiser ne serait-ce que cette, cette- cette tentative de rigueur et de transparence dans l'analyse. Mais là, le même évaluateur nous a dit, oui, mais je ne suis pas à l'aise avec votre façon d'utiliser Joya, parce que Joya, finalement, il y a ceux qui l'utilisent de façon très euh, en fait, dans sa forme originale, puriste. Nous, on s'en servait de façon un peu plus créative, en quelque sorte. Donc, euh, ça satisfait l'éditeur et 2 évaluateurs, mais pas un autre évaluateur. Donc, on s'en est servi pendant le processus pour construire la crédibilité, mais on l'a enlevé à la fin, en OK? quelque sorte. De souvenir, on ne l'a pas laissé sous forme schématisée, si je ne me OK. trompe pas. Mais c'était l'éditeur qui nous avait dit à un moment donné, faites pas trop attention à ce commentaire. OK. Donc, c'était une façon, en fait, ça nous a beaucoup rassurés parce que quand on rentre dans ces débats-là sur est-ce qu'on utilise l'outil de la bonne façon, bon, ça peut devenir interminable. Mais c'était un bon commentaire pour nous parce que euh, là aussi, quand on mène une recherche quali, ce qui est très important, c'est de montrer le processus qui nous a permis de passer de données brutes à des catégories d'analyse empirique. Et si on fait des sauts qui sont beaucoup trop grands pour le lecteur, on le perd. Et nous, c'est comme ça qu'on a compris cet évaluateur. Je ne comprends pas comment vous passez de vos données à cette histoire-là que vous nous racontez. Donc, c'est une préoccupation tout à fait légitime qu'on reçoit très souvent d'ailleurs, qu'on reçoit très, très souvent. Alors, Eric, dernier commentaire, puis on va essayer de Oui, rentrer. d'accord. Alors voilà, je reviens rapidement. Euh, En fait, je voudrais quand même saluer, bon, je veux pas, bon, je veux dire courageux, mais peut-être un peu audacieux, c'est-à-dire l'attitude un peu audacieuse non pas d'interdisciplinarité, mais je dirais même de transdisciplinarité, parce que ici, vraiment, on va dénicher dans la philosophie un élément assez complexe, c'est-à-dire un domaine assez complexe de la philosophie, la phénoménologie. On va dénicher cela, on ramène ça, et puis c'est carrément un décloisonnement scientifique.
on amène ça parce que habituellement, quand on travaille et quand on fait de plus en plus avec l'interdisciplinarité, on a tendance à prendre des domaines de savoir assez connexes, c'est-à-dire qui tournent tout autour. Mais là, on s'en va chercher une autre approche. C'est vraiment un gros décloisonnement. Et moi, tout mon intérêt et toute ma question maintenant se trouve dans la façon de pouvoir mettre cela ensemble. C'est-à-dire que une approche qui est totalement différente, c'est-à-dire une approche, une vision qui est totalement différente pour pouvoir mettre ça ensemble, pour pouvoir associer ça. Parce que je me souviens, dans certains travaux au doctorat, on a eu des exercices transdisciplinaires, pas seulement interdisciplinaires, mais davantage transdisciplinaires, et voir comment le décloisonnement épistémologique peut parfois enrichir. Et donc, mais ça reste quand même un défi de pouvoir ramener ça, se faire comprendre une fois, parce qu'on n'est pas sûr qu'on aura toujours un terrain d'évaluation aussi fertile que le vôtre, où on a eu des auteurs des évaluateurs qui ont été assez attentifs, assez patients, qui vous ont toujours. Mais c'est pas toujours ça, se passera pas toujours comme ça. Donc, pour moi, c'est peut-être le commentaire qui est aussi une même question de comment est-ce qu'on peut réussir à matcher cela, à ajuster cela pour que ça puisse être épistémologiquement productif. Oui. C'est une excellente question, Eric. Si vous me permettez, on va y répondre dans 2 diapositives. Parce que ce que vous amenez là est un point très important. Très, très important et à garder en tête quand on fait de la recherche qualitative. Donc, si vous permettez, on va y revenir. Maxime, s'il te plaît, on va juste essayer de passer à la prochaine diapo. L'un des points qui a changé, mais juste un peu, c'est marginal, mais c'est quand même important, c'est la question de recherche. Donc, je vous ai mis ici à l'écran les 4 questions de recherche. Est-ce que quelqu'un voit ou constate le principal changement dans notre question de recherche? Il est mineur, mais fondamental. Ibrahima? Moi, je pense que c'est lié à l'action institutionnelle. OK, oui. Donc, finalement, le changement institutionnel. Ibrahima, et c'est quoi c'est-à-dire quelle est la principale différence, on va dire, entre la première question et les autres? Oui, parce que dans la 4e question, vous parlez plutôt avec le changement institutionnel et les actions, les deux réunis. Alors que dans la première question, il n'y avait pas d'action au départ. Dans la première question, il n'y avait pas d'action. Vous ne parlez pas d'action dedans. Donc, je me dis que le grand changement est venu là. Peut-être je me trompe. Oui, non, tu vois juste, Ibrahima, merci. Élodie? Oui, ben moi, je voyais, au début, on parle de changer le processus d'intentionnalité, puis à la fin, on parle de changer les résultats dans le processus. Exactement. Donc, finalement, je pense que Ibrahima et Élodie, vous avez mis le doigt sur ce qui est important. Dans la première question, en fait, on s'intéressait vraiment au rôle des intentions et comment ces intentions affectent, d'ailleurs, c'était le terme, là, affectent ou influencent le processus de changement institutionnel. Et finalement, on a réalisé en cours de route qu'on n'avait pas vraiment les données pour expliquer ça. Nous, on avait des données pour montrer une forme de coévolution, une dynamique là, de co-construction au fur et à mesure entre les intentions, l'action et le changement. Et il y avait une forme de cycle. Donc, un petit changement de terminologie, mais qui était fondamental dans l'orientation qu'on a donnée au papier. Donc, si vous comparez les 4 versions, la question de recherche est sensiblement la même du début à la fin. Donc, on se pose la même question, mais on y répond complètement différemment. C'est quand même curieux. Dans d'autres papiers similaires, on peut avoir des questions de recherche complètement différentes, d'un tour à l'autre. Donc, en quelque sorte, ici, on pourrait quasiment considérer ça comme étant un miracle, là, qu'on soit resté avec la même question, plus ou moins. Prochaine diapo, s'il te plaît, Maxime. J'arrive à vous, Fatma. Je vais juste passer sur cette diapo pour répondre à Eric, et puis je reviens vers vous. Deuxième chose qui a changé entre la première version et la 4e. La version 2 et 3,
c'était en fait des tentatives de clarification. Mais je pense qu'on n'avait pas atteint le niveau de clarté qu'on a dans la dernière version. Et je vous laisse lire V1, V4 et me dire ce que vous en pensez. Quelle est la grande différence entre ce qu'on a à gauche de l'écran et à droite? Et à quoi sert finalement cette phrase-là? Fatma, je vois votre main levée. Est-ce que vous souhaitez répondre à cette question? Excusez-moi, j'avais une petite question par rapport à la première diapo, c'est-à-dire la question. Moi, Alors, j'ai on revient vers vous. remarqué la Fatma, on première. revient vers vous. On revient vers Ok, vous. pour. Si vous me permettez, ouais, si vous me permettez. Oui, mais excusez-moi, par rapport à la problématisation, j'ai vu que, c'est peut-être moi, c'est que j'ai compris, hein. Au début, on voit que c'est global, c'est pas vraiment spécifique. Par contre, pour le V4, je pense que l'intention est plus qualitative ici, parce qu'on a dit statique. Donc, le terrain, ou plutôt la littérature, c'est plus statique, c'est plus quanti. Et là, vous souhaitez mettre l'accent sur l'aspect qualitatif, si j'ai bien compris. C'est bon, merci, merci Fatma. Et puis, gardez votre main levée. On va revenir vers Ah, vous pour votre question. Sophie, et ensuite Pierre. Moi, j'ai l'impression que cette problématisation marque votre changement de positionnement vis-à-vis de l'intentionnalité tout court. C'est-à-dire qu'il y a eu une transformation entre la première et la quatrième version de la manière dont vous-même vous preniez acte ou compreniez ou définissiez ce que c'est une intention dans le contexte qui est le vôtre. Oui, vraiment, merci Sophie. On va revenir à ça. Pierre? Oui, moi je trouve que en fait, la question a une meilleure structure dans la version 4, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un état de l'art, en fait, à résumer en une proposition. Puis on dit oui, mais c'est vrai que exceptionnellement, on a pu étudier ce point-là. Et enfin, vous présez votre question. Alors que ces éléments, j'ai l'impression qu'ils étaient sous-entendus dans la version 1. Et là, je trouve que le fait que ce soit décomposé, bah là, on voit vraiment exactement la route que vous allez suivre en fait pour traiter le problème. Donc je trouve que c'est dans ce sens-là que c'est aussi beaucoup plus clair structurellement en fait. Oui, merci, merci Pierre. Alors, vous avez, je pense, tous les trois, là, vous avez mis le doigt sur, à mon avis, le changement le plus important, à mon avis, de tout le processus. En fait, cette phrase, elle paraît simple, mais sincèrement, ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup de réflexion pour y parvenir. En fait, c'est l'essence même du texte, c'est-à-dire pourquoi on mène la recherche. Je pense que la V1, c'était très ambigu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit là, en gros? On dit que, oui, il y a un intérêt pour les intentions des acteurs, euh, mais on n'a pas vraiment d'études empiriques en tête qui s'intéressent à ça. Donc, c'est le fameux argument, on ne l'a pas fait. Euh, dans la V4, et je pense que Sophie a bien mis le doigt là-dessus, je pense qu'on a nous-mêmes pris de l'assurance dans on a pris de la confiance dans notre maîtrise de la littérature et on s'est permis de la critiquer, cette littérature. Et on a commencé à porter un jugement. C'est-à-dire que là, on n'a pas dit qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé aux intentions. On a surtout dit que dans la littérature, l'intention est souvent étudiée d'une certaine manière. Donc ici, on parle de quelque chose de statique et quelque chose qui est identifiable en amont, c'est-à-dire avant même les tentatives de changement institutionnel. Et ça, c'est un point tournant. C'est un point tournant parce que ça nous permet ensuite de formuler notre question de recherche. Et ça nous permet surtout, et je fais le lien avec la question d'Éric, c'est là où ça nous permet de choisir un cadre conceptuel original pour faire sens de ça. Donc, Éric, je reviens à votre question. Comment vous, finalement, vous êtes parvenu
à Husserl. En fait, notre problématique ici, ce qu'elle nous dit en gros, c'est qu'on veut aller vers une vision plus dynamique de l'intentionnalité. Dans la littérature qui nous intéresse, donc notre objet d'étude, nous, c'est le changement institutionnel. Quand on plonge dans cette littérature, les intentions ont surtout été vues comme étant quelque chose de fixe, quelque chose de stable. On a une intention, on agit. On a une intention, on agit. Nous, ce qu'on voyait, c'était que c'était finalement beaucoup plus dynamique. Donc, on a commencé à lire pour voir est-ce qu'il y avait des gens qui ont passé leur vie à réfléchir à l'intentionnalité, et est-ce qu'il y avait des cadres conceptuels ou théoriques qui nous permettaient de conceptualiser l'intentionnalité différemment. Et je vous dirais, Husserl, je ne le connaissais pas du tout. C'est en menant quelques recherches qu'on est tombé très vite sur Husserl, qui en a fait quasiment une vie intellectuelle entière. Donc c'est comme ça Eric, qu'on a opté pour Husserl. On trouvait que c'était celui qui avait le mieux exprimé ce dont nous on avait besoin pour marquer notre point. Donc l'idée que l'intentionnalité elle se développe dans une dynamique spécifique. Et ensuite, bon, on a eu plein de débats parce que Husserl est très compliqué. D'ailleurs, c'était le commentaire que Maxime nous donnait souvent, c'est attention, là, vous êtes en train de dénaturer un peu Husserl. Quand on fait un peu du transdisciplinaire ou de l'interdisciplinaire, c'est qu'on est un peu trop stratégique, c'est-à-dire qu'on se sert de quelque chose pour marquer un point. Mais il faut quand même rester fidèle aux idées de Husserl. Donc, c'était l'équilibre qui n'était pas forcément facile à trouver. Donc, pour nous, Husserl était formidable parce qu'il nous permettait de dire à nos collègues que leur vision de l'intentionnalité était peut-être une vision un peu limitée, peut-être un peu partiale, et que si on regardait l'intentionnalité sous un autre regard, donc selon un regard husserlien par exemple, ben, on pourrait commencer à comprendre d'autres aspects du processus de changement institutionnel. Donc entre la V1 et la V4, c'est ça fondamentalement le changement qui s'est opéré. Donc je pense que ces deux phrases expriment assez bien le changement qui s'est opéré sur tout le processus. Fatma, là on revient vers vous. Oui, j'avais une petite question par rapport à la question. J'ai vu, il y avait un changement. Au début, c'était par rapport à l'intention de l'acteur, c'est-à-dire au singulier. Par la suite, on est passé actors, c'est le pluriel. Pourquoi vous avez changé en tant qu'acteur, c'est-à-dire un acteur, puis on a actor's intention? Pourquoi cette C'est un très bon modification? point, Fatma. Oui, en fait, très tôt dans le parcours, on nous a posé la question, finalement, est-ce que votre papier porte sur une entreprise, sur son dirigeant ou sur un collectif? Et on a finalement décidé d'opter pour le collectif. C'est-à-dire d'ailleurs, même dans l'histoire, on a fait intervenir plusieurs acteurs, plusieurs protagonistes, pour montrer justement que tout ça, c'est-à-dire c'est une intentionnalité qui se développe, oui, au niveau individuel, mais elle est influencée par des interactions entre ces individus. Et je pense qu'on avait ajouté une phrase dans la méthodologie pour dire s'intéresser, je pense, à 3 niveaux d'analyse de façon concomitante. Donc le niveau, je pense, des intentions des acteurs, le niveau des pratiques, donc de l'action, et le niveau du changement institutionnel. Et on s'intéressait donc à ces 3 niveaux d'analyse, 3 unités, mais aussi à leur interaction. Donc c'était l'un des commentaires qui nous avait amené à clarifier ce point. Merci Maxime. Alors, l'autre point qui a changé. Donc, si vous êtes attentif au titre dans la section théorique, donc dans la section théorique, il y a 2 sous-titres, 2 sous-sections. La première sous-section, c'est la revue littérature, donc c'est notre objet. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? Le quoi? Le deuxième sous-titre, c'est notre regard conceptuel. À partir de quel angle théorique on veut faire sens ou on veut comprendre notre objet? Ce qu'on a ici à l'écran, ce sont les 4 titres de la première sous-section, donc de la revue littérature. Il y a un changement fondamental entre la V1 et la V4 qui s'est opéré très tôt dans le parcours. Lequel? Il y a un mot en particulier qui a disparu. Maxime? Oh, ton micro, Maxime? Vous avez resserré la focale de institutional theory vers institutional change? Est-ce que c'est ça?
Alors oui, définitivement. Donc, on a zoomé en quelque sorte. Tout à fait. Il y a un autre changement, la question de la temporalité ou des dynamiques temporelles. Euh, Elle a disparu. Dans le premier titre, là, c'est comme si on s'intéressait aux dynamiques temporelles de l'intentionnalité. Euh, donc, là, on se remet dans le contexte. Premier texte, il y avait déjà les émotions, Hmm. il y avait la théorie institutionnelle de façon plus large, et là, on parlait de dynamiques temporelles de l'intentionnalité. Euh, Ouais. C'est drôle que tu dises ça, Sofiane, parce que moi, je trouve au contraire qu'il y a une formidable cohérence, parce que quand tu dis l'intentionnalité, tu sais, V4, l'intentionnalité était trop statique, il va falloir l'étudier d'une façon plus dynamique. Dynamique temporelle, je veux dire, c'est là où ça prend son sens, d'une certaine façon. Fait que moi, comment tu vois cette différence-là, toi? En fait, de la même façon que j'ai vu l'aspect des émotions, c'est-à-dire que toute la littérature sur la temporalité, OK. euh, elle a des attentes très spécifiques Ouais. et on était vraiment loin de ça. C'est-à-dire D'accord. qu'en utilisant ce terme, on créait des attentes auxquelles on ne Je pouvait comprends. pas répondre. Ouais. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu. Mais c'est un point intéressant que Maxime apporte. On aurait pu ne pas mobiliser Husserl et mobiliser un regard de temporalité en quelque sorte. Ça aurait pu être un angle conceptuel intéressant, mais ça aurait peut-être compliqué le papier un peu trop. Geneviève? Salut Geneviève. Salut. Une autre chose que je me demandais, c'est dans quelle mesure, en fait, avec cet exercice-là de revoir les titres, c'est qu'à quelque part, vous êtes arrangé pour moins spoiler vos résultats à travers la revue littérature, tu sais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est comme si ça a été euh, vraiment séparé, qu'est-ce qui était votre contribution, de finalement, qu'est-ce qui était le dialogue avec les auteurs dans la revue littérature qui était peut-être pas nécessairement super clair au début. Oui, absolument. C'était vraiment pas clair en fait. Notre façon de critiquer la littérature n'était pas claire. Notre façon de problématiser n'était pas claire au début. Je pense peut-être parce qu'on ne savait pas exactement ce qu'on cherchait nous-mêmes à critiquer. Puis à la fin, c'était assez clair en fait ce qu'on a critiqué. En fait, Maxime, si tu vas 2 diapos plus loin, un peu plus loin, celle-ci. Euh, à la fin, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on on s'est dit que pour comprendre le changement institutionnel, on a 3 visions dans la littérature. Et donc, on a interprété le rôle de l'intentionnalité dans chacune de ces visions, pour dire finalement que peu importe la vision qu'on adopte, la place qu'on accorde à l'intentionnalité n'est pas suffisamment importante, ou bien lorsqu'elle est importante, on a une vision très limitée de l'intentionnalité et on a besoin de mieux comprendre l'intentionnalité. Donc, on a restructuré le tout pour que ça soit beaucoup plus direct, beaucoup plus explicite en quelque sorte. Donc la structure de la revue de littérature a beaucoup changé pour arriver à motiver notre question de recherche. Donc ça, c'est très, 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 très important. Maxime, si on revenait un peu, désolé. Alors, prochaine diapo. Donc, ce qu'on a ici, ce sont les sous-titres de la deuxième section, donc le cadre théorique là, ou le cadre conceptuel, peu importe comment on l'appelle. Là aussi, il y a un changement majeur entre les 4 versions. Donc, les 4 titres qu'on a, en fait, ce sont les 4 versions. Sophie? Ben, vous avez opéré le ménage dans les émotions. Exactement. Donc, en fait, on a mis de côté complètement les émotions, puis on a opté pour quelque chose qui ne transparaît pas d'ailleurs dans le titre. C'est peut-être une erreur. Euh, mais voilà, on a plongé dans l'intentionnalité. C'est-à-dire, c'est quoi cette chose qu'est l'intentionnalité? Et au tout début, on le faisait de façon maladroite. Je pense que Fatma qui avait mis le doigt là-dessus. On utilisait à la fois une perspective philosophique et une perspective psychologique. Puis il y avait un évaluateur qui a dit, ben, c'est l'une ou l'autre, mais pas les deux. Donc, on a fait le ménage entre le 2, la version 2 et la version 3. On a opté entièrement pour la vision philosophique parce qu'on trouvait que c'était celle qui nous permettait le mieux, finalement, d'exprimer ce caractère dynamique de l'intentionnalité. Euh, donc, les sous-titres sont là aussi révélateurs des changements qui ont été opérés dans notre façon de comprendre même le phénomène qu'on voulait expliquer. Maxime, peut-être prochaine diapo, s'il te plaît.
Euh, donc finalement, même si on l'exprime différemment, notre questionnement théorique là, du début à la fin est resté sensiblement le même, mais c'est juste qu'on l'a exprimé différemment. Donc nous, dès le début, ce qui nous intéressait, c'est qu'est-ce qui a motivé Ben Amor à faire ce qu'il a fait, donc à essayer de changer les choses, et qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Alors peut-être qu'au début, on ne parlait pas d'intentionnalité, mais finalement, on s'est toujours intéressé à comment ça s'est développé dans sa tête, c'est-à-dire comment sur 15-20 ans, comment ses intentions se sont développées au fil du temps. Euh, Donc, tout à l'heure, je pense que c'est Fatma qui parlait de clarification. En fait, c'est souvent ça qu'on fait dans le milieu académique, c'est-à-dire c'est de trouver la meilleure façon d'exprimer nos idées. Elles évoluent à la marge, mais la différence lorsqu'on lit, elle est considérable. Donc, je pense que ça nous a pris surtout 4 tours pour clarifier en quelque sorte nos idées, puis bien sûr les amener beaucoup plus loin, avec beaucoup plus de rigueur, je pense. Prochaine diapo, s'il te plaît. Oui, tu peux aller à la prochaine. Autre chose qui a changé, si vous avez été attentif aux figures, non, en fait, c'est toute notre contribution qui a changé. Ça, c'est le modèle processuel, donc c'est la contribution théorique dans la première version. Ce qui est en rouge, c'est ce qui a disparu par la suite. Ce qui est en vert, c'est ce qui est resté. Donc, clairement, on a fait un travail de nettoyage conceptuel. Il y avait beaucoup trop de concepts dans la première version. Il y avait du sense-making qui est en soi une théorie importante. Il y avait toute la question des émotions. Et emotional institutional work. Donc, si on va à la prochaine diapo, vous allez voir que on a beaucoup de concepts, mais en fait, tous rattachés à l'intentionnalité. On a beaucoup moins de choses qui débordent. Donc, plutôt que de s'éparpiller, on a choisi un concept, puis on a plongé à l'intérieur de ce concept et on l'a éclaté. Comment est-ce qu'on l'a éclaté? On l'a éclaté en mobilisant les concepts de Husserl dans de notre, finalement, 4 théories. Donc, ça exprime aussi, je pense, le changement d'une figure à l'autre exprime assez bien notre propre évolution intellectuelle, notamment en matière de contribution. Finalement, qu'est-ce qu'on veut laisser aux autres après nous? Et ici, ce qu'on laisse, en fait, on voit beaucoup de flèches, on voit une dynamique. En fait, ce qu'on a laissé, c'est cette coévolution entre l'intention, l'action et les résultats. Donc, ça nous a pris là aussi beaucoup de temps pour parvenir à cette figure. Là aussi, un travail de clarification. Et si vous avez vu la note de bas de page, je pense qu'on remercie Justine. Alors, notre infographe d'excellence. Donc, on a aussi besoin parfois d'aide pour aboutir à de belles figures. Prochaine diapo, s'il te plaît, Maxime. Alors, quelques apprentissages. En 30 minutes, je vais peut-être essayer de résumer ce que je retiens de ce processus et peut-être ce qui pourrait vous être utile pour la suite de vos propres projets. Alors, la première chose que je retiens, c'est que notre façon traditionnelle, oui, Maxime, tu peux y aller, merci. Notre façon traditionnelle de voir ou de faire la recherche qualitative ne fonctionne pas vraiment. Donc, c'est souvent ce qu'on a appris à l'université, dans le programme de maîtrise ou au doctorat, c'est que la recherche est très mécanique, linéaire. Donc, il faut faire une revue de littérature, formuler une question de recherche, collecter des données, les analyser, puis publier. Je vous dirais, ça marche peut-être plus dans des approches quanti. En quali, c'est beaucoup plus itératif. Donc, la prochaine figure, je pense, exprime beaucoup mieux le processus que vous avez pu voir à travers les rapports d'évaluation. Parce qu'en réalité, nous, notre point de départ, c'est quoi notre point de départ? Qui se rappelle du moment où je suis arrivé dans l'histoire? Moi, je suis arrivé dans l'histoire quand les données avaient déjà été collectées en grande partie. Donc, et ça nous arrive souvent dans des recherches qualitatives. C'est-à-dire que notre point de départ, il est à la 5e étape du processus linéaire. Et donc, on a procédé finalement un peu par ingénierie inverse en fonction des données qu'on avait, donc du phénomène qu'on observait et qu'on essayait d'expliquer et de comprendre en même temps. On a essayé de se poser la question,
à quelle conversation académique ce phénomène-là peut nous permettre de contribuer. Et les 4 tours de révision, en fait, c'était justement ces allers-retours. Parce que lorsque les évaluateurs ont l'impression que vos données et votre ancrage, on va dire, académique, votre ancrage théorique sont déconnectés, ils peuvent être très stricts, là, ils peuvent être très sévères. Ils vont dire qu'il n'y a pas de contribution. Il y a une contribution à partir du moment où votre phénomène, donc ce que vous observez dans la vie de tous les jours, est vraiment aligné avec vos choix théoriques. Donc, s'il n'y a pas de fait, on est cuit quand on fait de la recherche qualitative. Et donc, ça nous a pris un tour pour trouver le fait, donc l'intentionnalité, le changement et nos données. Et une fois qu'on trouve le fait, ça peut prendre plusieurs tours pour le clarifier, en quelque sorte. Maxime, je pense qu'on peut passer à la prochaine diapo. Merci. Puis, l'une des contributions, finalement, ou l'une des questions qu'on a systématiquement, c'est quelle est votre contribution théorique? C'est la question qu'on va toujours avoir dans un processus de révision. Et je dirais ce qui fait peut-être la différence entre la grande différence entre les revues, on va dire, de référence, je ne sais pas comment on peut les appeler, et les revues, on va dire, sincèrement, je ne sais pas comment les appeler, les revues plus conventionnelles. Je vous dirais c'est le niveau d'attente ou le niveau d'exigence en matière de contribution théorique. Donc, dans les plus grandes revues, généralement, ils vont s'attendre à une contribution exceptionnelle, une grande contribution. Et ici, ce qui est parfois ambigu, c'est quoi une contribution théorique? Donc, comment est-ce que quelqu'un veut nous répondre, veut essayer de nous répondre, nous éclairer là-dessus? Pour vous, c'est quoi une contribution théorique? J'ai mis ici un interrupteur et quelqu'un qui joue au basket. C'est quoi une théorie? Léa? Ouais, je vais m'essayer sur ça. Je pense que c'est comme un consensus dans le milieu, bon, académique, scientifique, peu importe, là. Comme la théorie de Big Bang, c'est différent d'une hypothèse, tu vois. Il y a beaucoup de preuves qui nous disent que c'est vrai, ça c'est déjà arrivé. Fait que je sais pas si ça a du sens. Léa, alors, je pense qu'il y a du vrai dans ce que vous dites, mais je ne suis pas certain qu'une théorie a nécessairement besoin de consensus. Peut-être ça, c'est plus un paradigme, mais une théorie peut être une théorie qui n'a pas forcément, qui ne suscite pas de consensus. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça parfois qu'on a des théories divergentes ou rivales pour expliquer le même phénomène. Euh, donc, ça, c'est à mon avis quelque chose d'important. Sophie, puis Pierre? J'aurais dit que lorsqu'on a une contribution qui est théorique, ça veut dire que la contribution, elle déborde du cas qui a été traité, qui est analysé. La contribution peut être transposée, peut à partir de là servir d'outil pour essayer de jeter la lumière sur d'autres phénomènes ou d'autres cas, d'autres contextes. Ah, ça, c'est vraiment important. C'est souvent une critique qu'on reçoit quand on mène des études quali, c'est lorsqu'on est trop collé au phénomène et qu'on a du mal à faire un travail d'abstraction conceptuelle. C'est-à-dire comment on fait pour sortir de notre phénomène empirique pour développer une théorie qui est suffisamment générale pour pouvoir nous permettre de comprendre d'autres phénomènes connexes ou adjacents. Ça, c'est très important. Donc, l'un des commentaires qu'on a reçus d'ailleurs tout au long de ce processus, c'est votre analyse est trop descriptive. Donc, vous avez trop le nez dans votre histoire. Elle est bonne, votre histoire, mais ce n'est pas le point. Parce que votre histoire, vous l'avez racontée dans un livre. Un livre est fait pour raconter une histoire. Il n'y a pas cette attente forcément d'abstraction théorique. Donc, ça, c'est très important. Dernier commentaire, Pierre? Oui, alors effectivement, ça va complètement dans ce sens-là. C'est vrai qu'une théorie, ce n'est pas qu'une description, c'est aussi une explication. Et en fait, je pense que si je devais expliquer, moi, contribution théorique, j'ai l'impression que ce serait qu'est-ce que votre contribution apporte ou change dans notre explication d'un phénomène ou dans notre représentation d'un phénomène. Je ne sais pas si c'est clair ce que je... Oui, là, c'est parfaitement clair. Puis,
je ne pouvais pas mieux l'exprimer. En fait, une théorie, c'est vraiment une explication d'un phénomène. C'est un ensemble de variables qu'on met ensemble pour expliquer quelque chose. Donc ici, j'ai mis l'interrupteur pour expliquer finalement, quand je pèse sur le bouton, la lumière s'allume. Est-ce que c'est une théorie? C'est ce que Pierre vient de nous dire. Quand je pèse sur le bouton, la lumière s'allume. Alors non, ce n'est pas une théorie parce que pour l'instant, c'est un constat. La théorie, c'est d'expliquer pourquoi. Quand je pèse sur le bouton, la lumière s'allume. Même chose pour le ballon. Quand je jette le ballon, il tombe. Alors, c'est un constat. La théorie, c'est d'expliquer finalement. Donc, la gravité est venue après nous l'expliquer. Donc, quand on mène une recherche quali, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il faut avoir une contribution théorique. Donc, il faut que la contribution puisse contribuer d'une manière ou d'une autre aux connaissances existantes. Donc, soit j'infirme tout ce qui a été dit, soit je complète, soit j'amène la discussion ailleurs. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est on a essayé de changer notre façon d'aborder quelque chose. Donc, changer notre façon d'aborder le rôle de l'intentionnalité dans des processus de changement institutionnel. On est quand même chanceux d'avoir pu publier là-dessus. Ça faisait après 20 ans qu'il y avait ce débat. Et le débat était un peu mort à la fin. Donc, on a pu contribuer à un vieux débat, ce qui est quand même parfois un peu difficile parce que les gens ont l'impression que c'est du réchauffé. Quel impact ça va avoir, on ne sait pas, parce que peut-être que pour beaucoup, c'est plus une question importante, là, ils sont passés à autre chose. Mais notre contribution théorique, c'était donc celle-là. Donc, gardez toujours à l'esprit, c'est quoi votre contribution théorique? Très, très important. Les évaluateurs vont vous challenger là-dessus, systématiquement. Maxime, s'il te plaît. Donc, oui, Maxime, je pense qu'on peut tout... Oui, parfait. Je vous ai mis ici un éditorial que j'aime beaucoup, une revue en gestion, mais à mon avis, ça s'applique de façon générale à ce qu'on fait. La recherche quali, c'est deux grands morceaux en quelque sorte qu'on met ensemble. Ce qu'ils appellent le front-end et le back-end. Le front-end, dans l'article que vous avez vu, c'est l'introduction et toute la partie théorique. Donc là, on est à peu près dans 3000 mots. Donc 1000 plus ou moins pour l'introduction, 2000 pour la partie théorique. Et tout ce front-end, surtout dans des approches inductives, finalement, ce front-end ne sert qu'à motiver votre recherche. Il ne sert qu'à problématiser et à formuler une question de recherche. Et puis, il y a un back-end qui est beaucoup plus long et beaucoup plus robuste. On est souvent dans les 5-6 000 mots. Donc, à peu près 4 000 pour l'histoire et 2 000 pour la contribution théorique. Donc, 6 000 mots même, plutôt que 5 000. Et le plus important, c'est que ces deux blocs soient cohérents. Et il faut qu'il y ait un fit. Parce que le premier bloc, lui, il est beaucoup plus conceptuel. Donc, dans notre cas, c'était le changement institutionnel, c'était l'intentionnalité, c'était notre question de recherche, à savoir l'interaction entre les intentions, les actions et le changement. Et puis ensuite, on passe à un autre univers qui est un univers beaucoup plus empirique. Donc, c'est un univers beaucoup plus réel, donc de description. Et il faut que les deux narratives soient suffisamment cohérentes et alignées pour qu'elles puissent nous permettre d'apporter notre fameuse contribution théorique. Donc, on a deux narratives qui sont parallèles, mais au final, il faut qu'elles se rejoignent au niveau de la discussion pour dire, bon, ben, en partant de ma problématisation et en finalement me basant sur mon analyse empirique, voici la contribution que j'apporte. Donc, gardez ça à l'esprit. Souvent, je vous dirais quand on fait de la recherche quali, on est souvent bon dans l'aspect empirique, le back-end, mais on est faible sur l'autre, ou bien on est bon dans les deux, mais il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de fait. On a l'impression que ce sont deux histoires disloquées, alors qu'il faut que ce soit deux histoires qui convergent. Donc ça, c'est très important. Alors, dans l'autre diapo, je vous ai mis là aussi quelques principes. C'est toujours de focaliser sur la contribution de votre article. C'est peut-être de la répétition, mais c'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, j'essaie d'éviter de me lancer dans l'écriture tant que je n'ai pas une idée, ne serait-ce qu'une idée vague de ma contribution, que je peux exprimer en 2 ou 3 phrases. Là, il ne faut pas que ce soit 2 pages. Si vous n'êtes pas en mesure d'exprimer votre contribution en 2 ou 3 phrases, c'est probablement votre contribution n'est pas encore suffisamment claire dans votre esprit. Je fais toujours attention à la conceptualisation, c'est-à-dire quel concept j'utilise.
et comment je les lis entre eux. Et peut-être par rapport à mes débuts, aujourd'hui, j'essaye d'être beaucoup plus précis, j'essaie d'être beaucoup plus succinct. Je prends 2, 3, 4 concepts clés, puis je travaille autour de ça. Auparavant, je pouvais mobiliser 10, 12, 15 concepts. Et souvent, ça reste superficiel et ça crée beaucoup d'ambiguïté chez les lecteurs. Donc, faut pas qu'on soit trop éparpillé. 2, 3, 4 concepts centraux et on reste aligné là-dessus. Méthodologie, c'est la section qu'il faut toujours bien traiter parce que souvent, c'est elle qui peut faire la différence entre un rejet ou une chance. La chance étant le R1, donc Revise and Resubmit. Pourquoi? C'est parce que les évaluateurs, dans bien des cas, ils ne vont jamais être contents de votre contribution théorique ou de votre question de recherche lors de la première soumission. Ça, c'est quasiment une règle. Par contre, ils peuvent trouver vos données suffisamment impressionnantes, ils peuvent trouver votre cas suffisamment bon, ils peuvent trouver votre processus d'analyse de données suffisamment crédible et rigoureux pour se dire, je pense qu'il y a suffisamment de rigueur et j'ai suffisamment confiance dans les données qu'ils ont pour leur donner une chance. S'ils n'ont pas une méthodologie qui les met en confiance, généralement, ça va aller vers un rejet. Il n'y a personne qui veut s'aventurer dans un processus de révision si on n'est pas certain qu'il y a de la rigueur derrière ce travail. Donc, il faut tout soigner, mais encore plus, je vous dirais, la méthodologie. D'ailleurs, vous avez probablement remarqué que notre méthodologie, entre la première version et la dernière version, on a dû couper 30-40% là-dedans. Et c'était voulu. Dans un premier tour, je préfère avoir une très longue, trop longue même méthodologie que très courte. C'est pour donner le maximum d'informations, pour créer ce sentiment finalement de confiance. Il faut que les évaluateurs soient en confiance avec vous. Il faut que quand vous leur dites que vous avez 90 entrevues de fait, il faut que ça soit crédible. Si vous leur dites que vous avez codé d'une certaine manière, il faut que ce soit crédible. Si vous leur dites que vous maîtrisez le contexte, il faut que ce soit crédible. Et puis ensuite, on peut couper. Mais quand on coupe, c'est pas grave parce que ils ont déjà l'information en quelque sorte. Et donc, ils vous font confiance. Et ensuite, 3 objectifs. Systématiquement, un, c'est d'obtenir le fameux, voire le foutu Revise and Resubmit. C'est toujours le plus difficile. Une fois qu'on l'a, il ne faut surtout pas le perdre. Une fois que vous l'avez, laissez tomber tout ce que vous faites par ailleurs et focalisez là-dessus. Parce que c'est tellement dur d'en avoir qu'il ne faut pas perdre votre chance. Lorsque vous l'avez, je pense qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. C'est-à-dire il faut respecter les évaluateurs. Si vous les respectez, ils vont vous respecter en échange. Donc, je pense tout à l'heure, quelqu'un parlait du caractère constructif du processus. Je pense qu'on y est pour quelque chose, dans quelque sorte. Je pense qu'on a vraiment traité les évaluateurs avec sérieux. On leur a montré qu'on respectait ce qu'ils nous avaient à nous dire, soit à travers nos réponses ou à travers le sérieux avec lequel on a pris leurs commentaires en compte dans le texte. Si vous les prenez au sérieux, ils vont vous prendre au sérieux. Donc, il faut vraiment entamer un dialogue avec les évaluateurs. Ce n'est pas une question de compétition, qui a raison, qui a tort. Souvent, je lis les commentaires des auteurs et j'ai l'impression qu'ils prennent finalement une posture défensive. Et c'est, à mon avis, pas une bonne approche pour entamer le dialogue. Et à un moment donné, il faut conclure. Donc, nous, on a eu 4 tours ici, c'est quand même long. On aurait peut-être pu conclure au 3e. En fait, vous avez 4 tours, mais en fait, il y a un 5e, mais c'était tout mineur. Donc, il y a eu 5 tours. À un moment donné, il faut amener le ballon au fond du filet. Donc là, il faut vraiment conclure. Et parfois, ça peut s'éterniser. Donc ça, c'est très important. Dans ce processus, on était à 2 doigts d'écrire à l'éditeur à la fin pour lui dire, bon, il y a quand même des contradictions ici et là. Est-ce que vous pouvez nous aider à... Donc, on ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Donc, notre intuition a fonctionné, mais parfois, il ne faut faut pas être gêné de contacter l'éditeur. C'est son rôle de trancher en dernière instance. L'une des... Oui, Maxime? Juste une question, j'allais dire une question rapide, je ne sais pas si elle sera rapide, mais en tout cas, je vais essayer de la formuler rapidement. Est-ce que tu as une ligne rouge? Tu sais, on parle de respecter les évaluateurs, de vraiment entamer le dialogue.
je crois comprendre que dans dans cet article-là, il n'y avait pas de ligne rouge ce qu'on appellerait un deal breaker, où vous auriez fait, désolé, nous, on reprend nos billes, on n'est pas prêt à aller là où vous nous amenez. Par exemple, les émotions, peut-être que Taïeb aurait pu dire, oh non, non, moi j'y tiens. Euh, Est-ce que tu as des suggestions à nous faire pour un peu essayer de structurer notre réflexion sur à quel moment est-ce que ça commence à être, ça peut devenir une bonne idée, une bonne stratégie? Ouais, c'est vraiment une bonne question. Je ne sais pas si j'ai une bonne réponse, Maxime. Sincèrement, je pense que ça dépend beaucoup de ce qu'on veut faire à travers ces articles. Nous, je pense, toute l'équipe, que ce soit Taïeb, Omar ou moi-même, on, on a surtout été passionné. En fait, on est encore passionné par l'histoire de cette entreprise. Euh, donc, je pense qu'on était prêt à tout pour que Hmm. l'histoire soit. C'est surtout l'histoire, en fait, qui nous importe. Ah, Euh, on était là, sincèrement, très contents parce que notre point de départ, c'était le changement institutionnel et on est resté là-dedans. Donc, tous les autres ajustements nous paraissaient marginaux parce qu'on avait le changement, ça c'était l'ancrage théorique de départ et on avait notre cas. Je pense qu'on aurait été peut-être un peu plus hésitant si les évaluateurs nous avaient dit votre histoire n'est pas une histoire de hmm. changement institutionnel, allez vers autre chose. Ça, on nous l'a fait dans l'une des revues où on a eu un OK. relevé. Deux personnes nous avaient dit c'est pas une histoire de changement institutionnel. Et là, on était un peu plus réticents. Sinon, on était convaincus que c'en était une. Hmm. Ensuite, il y a aussi une question pragmatique, je le dis, sachant qu'il y a beaucoup de doctorants parmi nous. Vous savez, avoir un reverse resubmit dans certaines revues, c'est déjà très compliqué. Si on est en début de carrière, il faut être pragmatique. Là, il faut parfois accepter des compromis, même si on n'est pas d'accord sur toute la ligne. Et il y a d'autres projets dans lesquels on a fait des choses avec lesquelles on n'était pas forcément d'accord, mais parce que c'était la meilleure façon d'amener le papier au fond du filet, donc, par exemple dans le choix d'un titre. J'ai des articles où les titres sont horribles et ce n'était pas mon souhait, mais on sentait que c'était l'une des façons d'amener le texte le plus vite vers la publication. Donc, voilà. Merci. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous donner, attendez, il y a un blog super intéressant de deux collègues, une de HEC puis une de l'UQAM. Je vais vous le mettre dans le chat. Il y a une entrevue en particulier avec un certain Danny Miller. Danny étant, je pense, l'un des chercheurs qui est le plus cité au monde là, dans le 1%. Il dit moi, quand je ne suis pas satisfait des commentaires, je retire mon papier et je vais ailleurs. Donc c'est une posture, mais bon, lui il peut se le permettre. C'est-à-dire, voilà, avec la carrière prolifique qu'il a, je pense qu'il peut se permettre. Donc soyons aussi pragmatiques. Une autre mise en garde, une faiblesse courante. Donc c'est une faiblesse en fait que nous-mêmes on a vécu dans le cadre de ce processus, mais que j'ai aussi vécu dans d'autres projets. C'est lorsque on n'a pas d'angle théorique, c'est-à-dire qu'on n'a pas, finalement, on n'amène pas un regard neuf ou un regard frais. Et souvent, on se le justifie en disant ben, c'est une étude inductive, donc je n'ai pas besoin de regard théorique ou conceptuel. En fait, quand on écrit un article scientifique, le processus peut être inductif, mais la façon d'écrire n'est pas forcément représentative ou ne reflète pas la démarche. Donc nous, quand on a collecté les données, on n'avait ni Husserl en tête, ni les intentions en tête. Mais ça ne nous a pas empêché d'écrire le texte de façon plus linéaire, où on a l'impression qu'on était suffisamment intelligent pour imaginer Husserl avant d'aller sur le terrain. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Donc, votre démarche peut être inductive, mais vous écrivez de façon un peu différente. Il faut vraiment toujours avoir deux choses en tête, ou peut-être même, j'allais dire trois choses. Vous avez votre phénomène. À partir de votre phénomène, vous avez un objet que vous voulez comprendre. Donc, ça peut être le changement, ça peut être plein de choses que vous voulez comprendre. Mais ça, en soi, ce n'est pas suffisant. Ce qui va être important, c'est d'apporter un regard nouveau sur la chose que vous aimeriez étudier. C'est ce que j'appellerais l'angle conceptuel, là, c'est le rectangle à droite, ou mon regard, finalement. C'est souvent ce choix-là qui fait la différence dans un article ou dans une recherche. Donc, dans notre cas, c'était grâce à Husserl qu'on a pu remettre en question la vision statique des intentions.
Mais on aurait pu faire autre chose, on aurait pu prendre plein d'autres choix peut-être conceptuels. Mais celui qui nous paraissait le plus pertinent, c'était celui de Husserl. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit. Il y a quelque chose que je veux comprendre ou expliquer, mais pour l'expliquer, ça prend des outils conceptuels, ça prend des regards, qu'ils soient sociologiques, anthropologiques, politiques, philosophiques. On peut vraiment prendre des angles conceptuels très différents, mais ça prend une originalité. Ça, c'est très important. Et donc, bien sûr, on va prendre l'angle qui va nous permettre d'être le plus cohérent avec les données et le phénomène qu'on veut expliquer, qu'on veut comprendre. Donc, dans bien des cas, on a une problématique, on a une revue de littérature, mais on n'a pas de regard théorique, on n'a pas de choix théorique. Donc, gardez ça à l'esprit. Et puis, finalement, dernier point, la fameuse problématisation. Je vous dirais qu'il est peut-être le nerf de la guerre. Surtout quand on fait le processus un peu à l'envers, comme on l'a fait nous. C'est-à-dire qu'on avait des données qu'on a précisées, hein, on a fait plusieurs tours de collecte de données. Donc, on avait une bonne base de données avant d'avoir notre question de recherche, mais on a collecté des données par la suite. Quand on commence par les données, il faut qu'on puisse poser la question à l'inverse ou à l'envers, de se dire, bon, ben, ces données, à quoi elles me permettent de répondre? Donc, on va lire, ou bien on a suffisamment lu, puis on a quelques idées. Et à un moment donné, il va falloir trouver une problématique ou une question à laquelle je peux répondre. Donc, c'est quand même, ça peut être contre-intuitif là, comme processus. Si je fais le processus linéaire, je lis d'abord, je formule une question, et ensuite je vais sur le terrain et je collecte des données. D'ailleurs, vos données, il se peut qu'elles ne répondent pas à votre question de recherche initiale. Donc là, vous pouvez refaire le processus que nous, on a fait. Mais dans tous les cas, problématiser, c'est important. Problématiser, c'est, si je prends une excellente définition, c'est l'idée de remettre en question les postulats qui sous-tendent les théories qui existent pour formuler de nouvelles questions de recherche et développer de nouvelles compréhensions théoriques. Une thèse, un article, c'est une problématique. Et la problématique, c'est 2 ou 3 lignes. Là. C'est un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure dans une diapo. Et l'une des critiques, souvent, c'est que la problématisation n'est pas suffisamment claire ou n'est pas suffisamment évidente, ou bien elle est trop furtive. Donc, on a été victime de ça. Première soumission, on dit cela n'a jamais été fait à notre connaissance, donc on le fait. Et souvent, la critique qu'on va recevoir, c'est oui, mais si ça n'a pas été fait, peut-être que les autres ont estimé que ça ne méritait pas d'être fait. Donc, à moins que vous nous convainquiez que vous êtes plus intelligent que la moyenne. Et c'est rarement le cas. Donc, il faut plutôt aller vers pourquoi le fait qu'on ne l'ait pas fait est un problème en soi. Et c'est à l'issue de la problématisation que peut émerger une question de recherche. Donc, la question de recherche, il faut qu'elle soit préparée. Là. Il ne faut pas qu'elle soit surprenante lorsqu'on la lit. Il faut qu'elle coule naturellement, en quelque sorte. Donc, voilà les quelques pièges, mises en garde, suggestions, apprentissages qu'on a fait, que j'ai fait. Et il nous reste peut-être une petite dizaine de minutes, peut-être pour prendre quelques questions, des commentaires. Je suis curieux aussi de savoir ce que vous retenez de la séance. S'il y avait une idée que vous retenez, ce serait laquelle? Ibrahima? Bon, merci beaucoup, professeur Baba, Sofiane. C'est intéressant. Moi, je ne suis pas spécialiste du Kali, mais comme la science est universelle, là, j'ai retenu une seule chose dans votre explication qui sont très intéressantes, je crois, pour les spécialistes en Kali. C'est qu'il faut prendre les données avant de faire le processus de problématisation et de comment on appelle ça, de théorisation, en fait. Parce que comme vous l'avez si bien dit, votre approche a été plus facile puisque vous avez des données. Vous dites maintenant quelle est la théorie ou bien quelle est l'approche qui permet d'expliquer ce que j'ai comme données. L'inverse serait difficile. Donc moi, c'est ce que j'ai plus retenu en matière en analyse qualitative. Avoir les données en première position serait très intéressant dans le processus linéaire ou, comme vous l'avez expliqué, les différentes étapes là. Voilà ce que moi j'ai retenu en gros. Merci et merci encore pour la présentation. Merci Ibrahima. Je pense que ce que vous avez dit, ce que tu as dit Ibrahima est juste.
Il y a juste parfois un piège dans lequel on tombe lorsqu'on a des données qui ont été collectées de façon beaucoup trop large. Il se peut qu'elles ne nous permettent pas finalement de répondre à une quelconque question. Ça, c'est un risque. C'est un risque là, qu'on peut avoir. D'autres questions, commentaires, réflexions? Qu'est-ce que vous retenez? Sophie? Ben, je vais aller ailleurs. Je pense qu'une des grandes leçons, c'est qu'il faut persévérer parce que c'est démotivant, ou en tout cas, ça peut l'être. Et qu'en fait, même des très, très bons chercheurs vont faire face à des étapes de révision sur révision sur révision et même à des rejets, parce qu'il y a aussi eu, en tout début de tout ça, il y a eu des rejets. Moi, c'est ce que je veux retenir, en tout cas, que le milieu dans lequel on est pas un milieu qui... c'est pas une profession où on fait bien ou la première fois. Il faut se permettre ça. Il faut l'accepter. Il faut même, comme tu le dis si bien, là, c'est un processus d'apprentissage continu. Si on le refuse, ben c'est nous-mêmes là, c'est à nous-mêmes qu'on nuit, en fait. Oui, absolument. Sincèrement, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je me rappelle de j'avais assisté à une conférence en Angleterre il y a quelques années, puis il y avait Tom Lawrence. Donc, Tom est un grand chercheur dans la théorie institutionnelle, justement. Euh, il avait affiché un fichier Excel à l'écran. Puis il y avait en rouge, il y avait du rouge, il y avait du vert. Donc, les verts étaient ces papiers acceptés, puis en rouge, c'était tous les articles refusés. Et c'était intéressant parce que c'était un ratio comme 30%, 70%. Donc, oui, en fait, ça arrive au meilleur. Et d'ailleurs, même les textes qu'on lit dans les revues, ils nous paraissent formidables, puis en fait, c'est quasiment intimidant. En fait, sincèrement, ils sont tous mauvais au début, ou plus ou moins mauvais. Donc, c'est vraiment, voilà, 3, 4, 5 ans de travail qui vont faire en sorte qu'il y aura ce beau papier bien ficelé, où il n'y a pas de faute, la figure est super belle, la théorisation est bonne. Donc, je pense que la dimension affective, émotionnelle est très importante. Il faut pouvoir voilà, gérer son énergie, être persévérant et puis retrouver constamment la motivation là, de continuer. Et c'est pas évident parce que je vous dirais, nous, ce qui nous a aidé ici, c'est peut-être Taïeb. Taïeb, qui est quelqu'un qui est, on va dire, quelqu'un de plus optimiste que la moyenne, donc constamment à nous motiver. Et c'est très important parce que si on perd la motivation, on ne va pas être en mesure de répondre dans des délais raisonnables. Donc, un délai raisonnable, alors le délai habituel, c'est 4 mois pour ce type de processus. Donc, d'une version à l'autre, c'est 4 mois, c'est très court. On peut demander 2 mois de plus, 6 mois. On peut demander 4 mois de plus si on veut 8 mois. Mais de façon générale, plus vous attendez et plus vous serez pénalisé. Parce que le dialogue va se perdre et il va falloir que les évaluateurs, finalement, se familiarisent de nouveau avec votre papier. Donc il y a tout ça pour dire qu'il n'y a malheureusement pas le temps pour trop de découragement, malheureusement. Peut-être une dernière réaction? Moi, je m'attendais à ce que quelqu'un me dise je suis traumatisé par le processus. Je peux le dire pour toi, Safiane, je suis un peu traumatisée. Non, mais je trouve ça inspirant, en fait, là. Puis là, j'ai pris la parole sans avoir levé la main, je m'en excuse. Euh, mais je trouve ça donne des idées, ça nourrit là, pour des futurs projets, là, beaucoup. Merci, merci Geneviève. Casimir? Oui, comme les autres, je trouve que c'est un processus très pragmatique. Ce n'est pas linéaire et il faut beaucoup d'astuces et de persévérance là-dedans. Et en ce qui concerne plutôt l'étude qualitative, je retiens qu'il y a une exigence sur la rigueur méthodologique, la transparence surtout. Il faut être transparent et je vois, vous conseillez de partir toujours du terrain, partir des données pour pouvoir avoir la théorie. Ce que je voudrais comprendre, parce que lorsqu'on part d'un cadre théorique ou encore d'un cadre conceptuel, on a un guide d'entrevue, pour collecter les données et tout, mais partir du terrain
Et quelle serait l'astuce? Comment on va collecter ces données? À partir de quel cadre? Ouais. C'est un excellent point, Casimir. C'est-à-dire, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Ibrahima, le risque d'aller trop vite sur le terrain, c'est peut-être de collecter des données beaucoup trop larges pour pouvoir en faire quoi que ce soit par la suite. Donc, faut avoir, je dirais, une idée, une petite idée de ce qu'on cherche. Donc, nous, je pense, mes collègues, quand ils sont allés sur le terrain, ils savaient qu'ils voulaient comprendre le changement qu'a généré Ben Ammar dans sa région. Donc, il y avait déjà un peu cette intuition-là, et c'était déjà suffisant pour orienter la collecte de données. Mais s'ils ne savaient pas qu'ils voulaient étudier le changement et qu'ils avaient juste fait des entrevues, je ne pense pas qu'on aurait eu les données qu'on a eues. Donc, il faut trouver le juste milieu, Casimir, entre avoir un intérêt de recherche, savoir à peu près dans quoi je veux m'embarquer, et puis aller sur le terrain et laisser le terrain nous amener vers des choses intéressantes, des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé seul dans son bureau face à ces articles. Euh, voilà, je vois qu'il est midi. Peut-être juste un mot de la fin. Je vous dirais ce que je retiens aussi, je pense, ce qui nous a sauvés, nous, dans ce papier, mais aussi dans un autre, avec d'autres collègues, c'est l'histoire. Quand vous avez une belle histoire à raconter, vous avez un avantage considérable. Donc, il faut toujours vous assurer d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter, une histoire ou un phénomène qui est captivant. Ça va vous permettre de séduire les évaluateurs. Et deuxième point, et le dernier, il faut toujours répondre à quelques questions de base avant de commencer à écrire. C'est quoi ma question de recherche? Il faut que vous ayez tout le temps votre question de recherche en tête. Si vous la perdez de vue, vous allez vous égarer. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette question de recherche? Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à cette question, vous allez être dans le pétrin avec les évaluateurs. Qu'est-ce que d'autres personnes nous en disent sur cette question de recherche? Parce que si vous êtes le seul à vous être intéressé à cette question, à une question adjacente, il y a quelque chose qui cloche. Et en quoi ce que vous voulez faire avec votre question de recherche va différer de ce que les autres ont dit là-dessus. Donc, il faut constamment que ces points-là soient dans votre esprit en permanence. Et ça va évoluer, mais il faut qu'on soit confiant avec les réponses qu'on a à les réponses qu'on a pour ces 4 questions. Donc voilà, midi et 1 minute. Merci infiniment pour votre attention. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a donné ne serait-ce que quelques idées. Bonne continuation dans vos projets de recherche. Merci beaucoup, Sofiane. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. C'était beaucoup. très Merci intéressant. beaucoup. Merci à vous. Ouais. Merci. Merci.